Ceux qui connaissent vraiment le sport, au final, ils se rendent compte que c'est un match-up beaucoup plus serré que ce que certains disent. Et en plus, il me fait rappeler un peu et aussi Astérix, Obélix, tu vois, je sais pas, ça me fait rappeler ça avec les postures magiques. Si j'ai signé en UFC, c'est pour devenir champion. Mais je sais, pour devenir champion, il y a beaucoup de trucs que je dois faire. Je dois m'entraîner, je dois progresser encore. On m'a proposé Mateusz Gamrot, mais après, voilà, malheureusement, ça s'est pas fait. Déjà, si je veux pas faire un sparring avec ma mère, obligé, hein. Parce qu'elle me laissera jamais tranquille. Salut à tous et bienvenue sur Jab Life pour le deuxième épisode de Grand Net Talk. Grand Net Talk, votre show inédit en France qui donne la parole à différents acteurs du combat français à chaque épisode, que ce soit en présentiel dans les studios Recordia à Nice ou en visio dans la télé façon Ariel Elouani. Et pour ce deuxième épisode, casting de choix, une nouvelle fois, on va d'abord parler UFC Paris avec l'invité surprise mais qui fait plaisir à tout le monde, Louzen Keita qui affrontera Patricio Pitbull le 6 septembre à l'Accor Arena de Paris, mais également Fares Ziam qui sera opposé à un Brésilien, Caoé Fernandez, sur cette carte parisienne. On parlera ensuite du PFL Europe à Nantes, c'est le 26 septembre avec les deux acteurs de son main event pour un combat franco-français très attendu. On recevra Kevin Jousset et Abdouragimov. Et enfin, on terminera avec un combattant d'avenir du MMA français, pro chez Hexagone MMA où il est à 4-0 et on va le retrouver très bientôt sur une carte chez lui à Toulouse, Owen Jason. C'est parti pour Grand Net Talk numéro 2, générique. Et pour ce nouvel épisode de Grand Net Talk, votre nouveau show 100% sur le combat français, mais aussi francophone, je suis honoré et ravi de recevoir l'invité surprise de l'UFC Paris. On espérait sa signature, on l'a eu à la dernière minute, mais pour quel combat! Monsieur Louzen Keita, l'ancien double champion de l'Octagone, qui retrouvera Patricio Pitbull, un grand nom du MMA, dans la cage de l'Accor Arena. Ce sera le 6 septembre à Paris. Comment ça va, Louzen? Ravi de t'accueillir dans Grand Net Talk sur Jab Life. Ouais, ça va bien, ça va bien. Je me sens bien. Le corps, il est actif. Alors, j'ai hâte. 27 ans, on rappelle, un 16-1 en pro. T'es pro depuis octobre 2019, je le disais, double champion à l'Octagone. C'est les featherweight, chez les lightweight. Comment ça s'est fait, cette signature à l'UFC? Depuis quand c'est dans les tuyaux? Depuis quand tu sais que tu vas signer? Est-ce que tu peux nous raconter de ça? Déjà, ça fait depuis 2021, l'UFC voulait me signer. Depuis le premier UFC Paris, on m'avait proposé un fight contre Fares Ziam d'ailleurs. Mais le combat, il y a quelque chose de ma part que je ne pouvais pas me battre et tout. Et après, Octagon avait une meilleure proposition pour moi et tout. C'est pour ça, sinon, j'étais déjà à l'UFC. Et là, ils t'ont recontacté quand? On sait que tu avais fait le tournoi, tu as gagné le tournoi l'an dernier à l'Octagone, mais... Pendant le tournoi, on m'a contacté. Et je ne pouvais pas parce que j'étais dans le tournoi. Mais après le tournoi, j'avais un petit souci avec Sean Shelby et tout, tu vois, parce qu'il m'a dit, ça fait quelque part que j'ai dit non. Et tu vois, il y avait un petit souci. Et là, on devrait vraiment bosser dessus pour avoir Hunter dans nos côtés et tout. Et c'est, tu vois, on a fait. J'ai eu un bon contrat, un contrat que je pouvais pas refuser. C'est quand que tu as su que c'était bon, que c'était fait? Tu sais, tu te souviens à peu près? Je pense que 3 semaines passées, Hunter, il a appelé mon manager. Et déjà, quand il a signé, ils m'ont dit, tu vas te battre contre Pitbull. Mais ils ne savaient pas où. Tu vois, normalement, ça devrait être octobre. En octobre, je pense Abu Dhabi ou Rio, tu vois. Et après, je pense que quand le combat, il y avait un combat sur UFC Paris qui est sorti, et puis on nous a contacté encore pour dire est-ce que vous voulez faire le combat à Paris? D'abord, je me suis dit non. Non, d'abord, j'ai dit direct oui, parce que moi, parce que ça fait 6 mois que je me suis pas combattu. J'avais dit oui. Et après, je suis rentré, je me suis mis sur le PC, j'ai dit à mon manager, est-ce qu'il y a moins catch weight? Mon manager a dit, t'es un fou, il n'y a pas catch weight à UFC. C'est là, je me suis dit, oh putain. Et puis je dis, ah Keita, t'es un bis, ça va le faire. Ouais, non, c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un comme Pitbull. Donc, dès le début, ils vous ont dit que ton premier adversaire, ce serait Pitbull. Dès le début, quand on m'a signé déjà, parce que je pense que Pitbull a harcelé pour avoir un combat, tu vois. Dès le début, quand j'ai signé, je savais déjà que c'était contre Pitbull. Et t'étais chaud pour aller, parce que t'as raison, octobre, il y a un événement à Rio, donc ça aurait été logique qu'ils mettent le Brésilien à Rio. Toi, t'étais chaud pour aller là-bas, bien sûr.
Moi, pour dire la vérité, moi, c'est tout ce que je voulais dans ma vie. Un bon contrat, un top 10 et un bon argent. Et j'ai eu tous les trois. Alors, je pouvais pas, comment on dit ça, je pouvais pas dire non. Ouais, tu pouvais pas espérer mieux en fait que ça. C'est une opportunité incroyable. Pitbull, on le rappelle, double champion au Bellator, le plus grand nom de l'histoire. Même l'argent ils m'ont offert, j'étais choqué quand j'ai eu cet argent. Je me dis, putain, c'est vrai ça. Tu peux nous dire ou pas à peu près Quand je le sens, mais c'est un bon somme. C'est un bon somme quand même. T'es bien traité. C'est plus que j'avais imaginé. On est loin du 12 000 des débuts. Loin du 10 000, trop. Même pas. C'est même pas à côté. Ok, donc c'est 6 chiffres ou pas? Pardon? 6 chiffres carrément? Je suis bien, je suis content. T'as raison. Mais je savais même pas que ça serait quelque chose comme ça. J'étais choqué. Ah mais t'as raison, garde-le pour toi. J'essayais de te titiller, tu connais. Ouais, donc Pitbull, double champion Bellator. C'est le plus grand nom de l'histoire du Bellator. T'as raison, il est ranké numéro 11 ou numéro 12, je crois numéro 11 aujourd'hui chez les featherweight. Tu te rends compte que c'est une opportunité en or et qu'en un combat, tu peux être top 10 ou porte du top 10, quoi. C'est fou. Ouais, c'est pour ça quand on m'a dit, j'étais trop content. Je me suis dit, ouais, let's go. C'est l'opportunité que j'attends toute ma vie, tu vois. Et pour moi, c'est un combat, c'est un de mes combats le plus important dans ma vie, tu vois. C'est le combat, comment on dit ça, je sais pas. Cet combat, c'est plus important que pour moi, pour un combat de ceinture à octogone, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, parce que c'est Pitbull quand même, c'est un grand nom dans MMA. Et tu as vu son palmarès, tu as vu qu'il a battu. Et si moi je fais le taf, et je sais que je dois faire le taf, tu vois, c'est legacy. Tu parlais, tu disais, quand tu t'en dis Paris, tu demandais à catchweight, je comprends, parce que c'était en dernière minute, mais tu comptes t'installer en featherweight à l'UFC? C'est en moins de 66? Je fais featherweight. Ouais. Ben regarde, même en short notice, j'ai fait déjà un featherweight, je suis maintenant 74 kilos, ça va. Ok, donc ouais, tu t'installes dans cette KT à l'UFC, donc si tu bats Pitbull, comme je t'ai dit, tu es aux portes du top 10, voire top 10, tu te dis qu'en fait, en 3-4 combats, tu peux être déjà dans les challengers du titre, enfin largement. Ouais, je sais, mais ça, c'est des trucs imaginés, tu vois. Moi, le seul truc dans ma tête maintenant, c'est Pitbull. C'est Pitbull, c'est tout. Tu vois, les autres, ça vient après. Après, si je ne lutte pas, on me donne le mic, et là, ça commence à freestyle. En ce moment, c'est Pitbull qui m'intéresse. Je te comprends bien, mais ouais, ça va réclamer les noms? Si c'est le scénario, si ça gagne, ça va réclamer des noms au micro? Ça, je sais pas encore. Juste Pitbull d'abord. Bien sûr, t'as raison. Sinon, mais globalement, il y a des combattants que t'aimes bien dans cette catégorie, tu vois, le champion Alex Volkanovski. Il y a des mecs que t'aimerais bien combattre à terme? Tous quand même. Et tous. Si je prends un Pitbull, je veux juste. J'espère qu'on ne me donne pas quelqu'un derrière, tu vois. Je veux juste avancer. Et il y a de bons noms là-bas. Il y a de bons noms là-bas que je vais maintenant affronter, tu vois. Comment tu vois ce combat contre Pitbull? On le disait, grand nom, mais aussi un peu plus sur la fin de sa carrière que le début, et c'est même pas un peu plus, il est plutôt sur la fin de sa carrière. Je pense que c'est plus le Pitbull d'il y a quelques années. Moi, je pense que tu as une opportunité en or de l'éteindre, hein, je vais être clair, et de sortir avec un gros KO. Comment tu vois ce combat? Moi, je ne vais pas partir sur cette mentalité-là, parce que déjà, il n'était pas en UFC, là, il est en UFC, et il sent la pression, et il sent c'est un combat qu'il n'a rien à gagner, alors il va être plus, comment on dit, il va être plus énervé pour montrer à les gens qu'il est toujours le même Pitbull. Alors moi, je veux partir là-bas. Moi, je me dis, je vais battre le meilleur Pitbull qui a jamais existé. Et c'est tout. Parce que déjà, il a battu Danny Gay, non? Ben, si c'est pas un Pitbull d'avant, il a battu Danny Gay. Alors, moi, non. Moi, dans ma tête, c'est le lion et je dois le tuer. C'est tout ça. T'es reconnaissant aussi du fait, tu vois, parce qu'il aurait pu dire non. Il aurait pu dire, t'es un mec qui vient d'arriver. Ouais. Moi, c'est pour ça, cette combat, il n'y aura pas de trash talk, il n'y aura pas rien. Et en plus aussi, on est du même côté, tu vois. On a presque le même manager et tout, tu vois. Et non, je suis reconnaissant envers lui. Ouais, respect pour sa décision. Parce qu'il n'a rien à gagner, en fait. Il va rien gagner, mais il n'a rien à gagner aussi.
Ouais, puis en plus, là, il le prend à Paris, donc il va venir dans une salle qui va être quand même bouillante plutôt pour toi, tu vois. Il sera en terrain hostile, quoi. C'est un ancien, il a été partout. Je pense que des trucs comme ça lui fait rien. Ah, ça, c'est clair. Tu suivais sa carrière à Pitbull? C'est quelqu'un que Ouais, tu as un suivi? peu. Je suivis sa carrière un peu parce que c'est Bellator. À l'époque, quand je commençais la même, j'ai regardé les Aaron Pico, les Pitbull et tout, tu vois. Alors, je le connais un peu. Toi, tu l'avais dit, hein, tu as accepté ailleurs que combattre à Paris. C'est eux qui t'ont dit il y a un combat qui se libère, donc il y a une place sur la carte. Mais maintenant que c'est ça te fait plaisir, tu vois. Il y a aussi les supporters belges qui vont pouvoir venir. On sait que la salle, elle va être bouillante pour toi. C'est cool de commencer à Paris? De ouf, parce que je me suis, sur Twitter, il y a beaucoup de Français qui me suivent. Il y a beaucoup de Français, même au Tchèque, il y a beaucoup de Français qui viennent me supporter là-bas et je me suis jamais battu en France, tu vois. Pour moi, c'est une opportunité géante, tu vois. Pour moi, Tu parlais de... c'est comme me battre à la maison, tu vois, c'est à la maison. Ouais, complètement. Non, tu vas être à domicile, ça je te le confirme, Louzen. La salle va être derrière toi. Tu parlais de ton passage à Octagone, cette expérience. Quand tu es arrivé là-bas, tu étais à 6-0. C'était en décembre 2021. Donc, tu as fait la majorité de ta carrière là-bas. 10 victoires, une défaite. Et ta seule défaite, c'est une blessure au pied. Donc, c'est pas ce qu'on peut considérer une vraie défaite. 7 KO TKO. 2 titres conquis chez les moins de 66 et les moins de 70. Voilà, qu'est-ce que tu retiens de ton passage là-bas et est-ce qu'Octagone aura toujours une place dans ton cœur, tu vois? Ouais, bien sûr, parce que, comme j'ai dit plein de fois, j'étais déjà une bête, une beast avant d'aller au octogone. Mais c'est eux qui m'ont, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a ouvert cette cage pour montrer le vrai beast, tu vois, et c'était octogone. Et je pense que si je ne faisais pas tous ces trucs à octogone, peut-être qu'il n'y aurait pas de UFC, tu vois. Alors, octogone, ça reste ma famille. En fait, ben, juste merci, tu vois. Eh bien, il était temps de passer à autre chose pour toi, tu vois, tu avais fait ton temps là-bas. Ben, parce que si je reste à Octogone, ça va être les rematchs, les rematchs, les rematchs. Toute ma vie, ça va pas être rematch, rematch, rematch. Ta vidéo d'annonce, où tu annonces que tu as signé à l'UFC, je l'ai trouvé très fun parce que tu mets en scène le fait que tout le monde te dit bon, quand est-ce que tu signes à l'UFC? C'était ce cas ces derniers mois, c'était ta vie, ça, en fait? C'est abusé. Là où je pars, Keita, c'est quand UFC. Keita, tu signes quand? Même je vais sur live sur TikTok. Keita, c'est quand UFC. Et si je fais des trucs, des questions sur Instagram, tu peux me poser des questions. 90% des questions, c'est Keita, c'est quand UFC? Keita, et moi, je me suis dit, les gars, arrêtez, laissez-moi tranquille. Ça ne demande plus Keita, c'est comment, tu te sens comment, c'est juste Keita, c'est quand UFC? J'espère que j'ai répondu à la question maintenant. Mais ouais, à la fin, c'est pesant. Tu sais, à la fin, t'en as marre un peu que tout le monde te demande ça ou tu le prends avec le sourire? Ouais, non, déjà, parce que ouais, j'avais un peu marre déjà, parce que moi dans ma tête, je me dis, mais Octagone, c'est pas assez bon, c'est pas assez bon, ça, c'est pas assez bon, moi, j'étais bien à Octagone, j'étais bien. Non, si, regarde, pour dire la vérité, si c'était pas pour les rematch, 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 il y a moins que je restais à Octagone encore. Mais ça commence à proposer des combats retour, les gens que j'ai même pas dit deux combats passés, un combat passé, rematch. Les gens, ils vont dire, bah, Keita, on te prend plus sérieux. T'avais besoin de fraîcheur. T'avais besoin de fraîcheur sportive. Moi, j'ai besoin de quelqu'un, si je pars à la salle, je m'entraîne de ouf. Je dis, putain, lui, hey, il peut me tuer. Je suis excité. Mais les gens que j'ai déjà pas tout ça même transpirer, encore rematch, encore rematch. Je me disais, les gars, Qu'est-ce que tu proposes? Parce qu'il y a des gens qui vont te découvrir à l'UFC. Le public qui suit que l'UFC, tu vois, et qui ne suit pas les combats à Octagone, peut-être qu'ils ont entendu parler de toi, mais ils t'ont peut-être jamais vu combattre. Qu'est-ce que tu peux leur raconter sur le style, tu vois? C'est quoi le style de Zen Keita dans la salle, dans la cage, si tu dois leur expliquer? mon style, c'est simple. Hein. Mon style, c'est simple, c'est gagner. C'est ça, mon style. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui va partir là-bas pour dire, oh, tactiquement, moi, je veux juste gagner. Si c'est brawl, on va brawl. Si c'est tactique, on va si c'est lutter, on va lutter. Moi, je veux juste gagner. C'est ça, mon style, vraiment. Moi, je me donne pas vraiment un style. Mon style, c'est juste gagner. Par contre, on sait que tu as aussi quand même ce côté très spectaculaire. Je le disais, tu avais 7 finishes à l'Octagone, toujours. C'est des finishes hyper exaltants, spectaculaires. Tu as joué, tu penses, l'UFC a eu aussi envie de toi parce que tu es quelqu'un qui peut apporter ça? Ouais. Ouais, je pense que je sais me vendre, je sais cogner. Et comme je te dis, si je viens là-bas pour faire le tacticien et tout, ça va pas aller. Et moi, mon seul but, c'est que si je rentre dans la cage, c'est pour, et les gars, je vais pas sortir ici
tant que ma main ne sert pas à l'air. Et c'est avec ces rages que je me bats. Je pense que c'est ça que ça rend spectaculaire. Je vais te donner une stat, je sais pas si tu l'as, Louzen. Si tu regardes le classement Fight Matrix, tu sais, de la catégorie Featherweight, à l'UFC, il y a seulement 3 combattants de 30 ans ou moins qui sont devant toi. C'est Diego Lopez, Jean Silva, Youssef Zalal. Si on prend que les gens qui ont 27 ans ou moins, t'es numéro 1. T'es le numéro 1 du classement Fight Matrix à l'UFC. Ça, tu vois, ça te donne aussi de l'espoir de te dire, en fait, là, je suis dans une opportunité de dingue pour peut-être m'imposer dans cette caté dans les années à venir, là. Mais le plus dingue que je savais même pas ce truc-là. Moi, je suis là, je me bats, tu vois, et c'est tout. Les trucs comme ça, je savais pas. Mais ça te... Ouais, ça te fait plaisir de savoir que voilà, t'es parmi les gros prospects. En fait, en featherweight, t'es vraiment parmi les gros prospects de l'UFC aujourd'hui, quoi. Vraiment. Ouah, ça va. Alors, il était l'heure. Ah ouais, il était l'heure en effet. Qu'est-ce que tu peux promettre pour ce combat contre Pitbull? Deux petites dernières questions, mais qu'est-ce que tu peux nous promettre? Comment je vais gagner? Je promets jamais, je vais le faire quoi? Mais moi, je promets que le seul truc que je sais que je vais gagner. C'est le seul truc que je sais. Je sais pas combien de rounds. Je sais pas combien de rounds. Je sais pas quel round, je sais pas quoi. Mais je sais que je vais gagner. Tu prépares une petite musique spéciale ou quelque chose pour le public parisien? Bon, il y a ma musique, non? Ouais, je sais. Non, mais t'aurais pu faire un petit truc un peu spécial en plus pour la première à l'UFC. Ma musique, déjà, c'est spécial, tu vois. Venir dans une salle de, 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 de 20 000 personnes et il y a tout le monde qui crie mon nom, Keita, tu vois, c'est quelque chose de spécial. Cool d'avoir ton baba aussi, ça fait plaisir. Et on sait que c'est... En fait, je me base sur ça. C'est son anniversaire aussi le 6 décembre. Le 6 septembre, c'est son anniversaire? Ouais, c'est son anniversaire. Oh là là, faut lui ramener. Pas perdu. Imagine, je rentre à la maison, il dit papa, t'as perdu, tu fais quoi ici? Non, c'est pas mal. Un petit, tu vois, tu lui fais son cadeau normal, puis il y a le cadeau bonus, c'est le petit KO sur Pitbull, quoi. Le petit KO sur Pitbull. Ah, c'est cool d'avoir ces images-là, Suzanne. Et on sait les combattants, hein, vous vous battez aussi pour ça, pour votre famille et pour, tu vois, pour assurer l'avenir des vôtres, quoi. C'est l'important. Et dernière question autour de ça, parce que je t'en parlais, mais quand tu as eu l'annonce de ton arrivée à l'UFC, il y avait plein de félicitations. Et il y a autre chose que j'ai noté, moi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui réagissait en prenant l'exemple de Saladin Parnasse, qui lui n'a pas encore signé à l'UFC et qui disait, tu vois, il faut faire ce que fait Louzen. Donc je vais te demander, toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce que tu es à te dire, tu devrais venir pour le défi sportif, ou est-ce que tu te dis chacun son choix, de toute façon? Non, pour moi, chacun son choix. Si lui choisit de chercher l'argent, il a droit, tu vois, il a droit. Moi c'était pas mon objectif. Moi, je voulais juste avoir un peu sur ma carte et montrer au monde que je suis meilleur parce que j'ai fait ce sport aussi pour l'argent, tu vois. Mais je veux pas être le bouc. Je veux pas être le bouc aussi qui regarde la télé, qui dit à son fils, hey, regarde, ton père pouvait faire ça, tu vois. Et je vais être le bouc qui regarde la télé avec son fils, qui dit, regarde, ton père, il a fait ça. Pas, il pouvait faire ça. Mais Saladin a raison. Je suis passé, de toute façon, il n'y a personne qui paye le loyer. C'est lui qui paye le loyer. S'il a raison, pour moi, il a raison. Moi, j'ai juste une autre mentalité, mais lui, je le comprends totalement. Parce que c'est un combat. Tu ne prends pas de coups gratuitement. Ah, bien sûr. Puis chacun sa voie, de toute façon. C'est chacun son chemin dans ces métiers-là. Et tout le monde sait, Saladin, il peut battre beaucoup de combattants là-bas. Alors, c'est pas une question de niveau. C'est juste, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Peut-être qu'un jour, ce serait beau qu'on ait un Louzen Keita Saladin Parnasse à l'UFC. Peut-être un jour, ce serait beau. Il y a tout le monde qui me demande ce combat. Mais Saladin, on se respecte. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Non, mais je sais qu'il y a du respect, mais le combat sera explosif et superbe, ça c'est sûr et certain. Et ma dernière question, je t'ai évoqué son nom tout à l'heure, mais le champion de ta catégorie, c'est Alex Volkanovski, qui est un grand nom, qui a été maintenant 2 fois champion. Il a récupéré sa ceinture après la montée d'Ilia Topuria. Qu'est-ce que tu penses d'un Alex Volkanovski? Est-ce que toi, tu te considères loin de son niveau aujourd'hui ou tout proche? Non, pour dire la vérité, quand tu vois son dernier combat, c'était pas son niveau d'avant, tu vois. C'est là qu'il est faible au coup maintenant, c'est pas comme avant, pour ce que moi j'ai capté. Mais Alex, il reste Alex, c'est grand respect. Pour moi, c'est un à part José Aldo, parce que José Aldo, c'est mon GOAT. À part José Aldo, pour moi, c'est lui le GOAT de featherweight, tu vois. Ça, tu peux pas retirer. C'est pour ça que je ne vais pas cracher sur son nom pour dire, oh, Alex, non, moi, Pitbull.
Louzen, tu viens de marquer des points encore plus cher à mon cœur parce que les auditeurs de Jab Life et d'avant chez RMC quand j'y étais savent que José Aldo c'est tout en haut pour moi. Donc de t'entendre dire ça, c'est juste sublime. Non, pour moi c'est José Aldo pour moi. Absolument sublime. Vraiment. Ce pitbull, et je te laisse là-dessus, ce pitbull à l'UFC Paris, c'est un combat pour toi qui lance quelque chose. Tu vois, tu disais tout à l'heure, c'est le combat le plus important de ma carrière, mais c'est un combat qui lance en fait beaucoup de choses. Tu comptes t'installer longtemps à l'UFC? Ouais, ben normal. Moi, regarde, moi je ne vais pas au UFC pour être gatekeeper. Si j'ai signé au UFC, c'est pour devenir champion. Mais je sais, pour devenir champion, il y a beaucoup de trucs que je dois faire. Je dois m'entraîner, je dois progresser encore. Tu vois? Et chaque combat qui me donne un top 10, je serai là-bas, je vais accepter. Chaque combat, je vais sortir victorieux. Et on se souvient, hein, ma dernière réflexion, c'est que je me souviens que pendant le combat de Pitbull contre Danny Gay, j'avais adoré, je l'avais cité même dans l'émission, ton tweet, où tu avais dit, quand on regarde ce combat, on peut pas se dire que Louzen Keita n'a pas sa place à l'UFC. C'est ce que tu pensais sincèrement devant ton écran, hein, Louzen. C'est vraiment ce que je pensais. Et je pense toujours. Et si tu vois Dan Ige et truc, tu peux pas dire que j'ai pas mon place là-bas. Non, mais pour tout te dire, j'avais dit que j'approuvais totalement ce que tu disais et on va encore avoir l'occasion de le vérifier. À ce moment, le contrat n'était même pas signé encore. Ah, mais tu savais que le niveau, tu l'avais en voyant ça. Ouais, ça déjà. Ouais, on est bien d'accord et on aura l'occasion de le vérifier le 6 septembre contre Patricio Pitbull, Patricio Freire, de son vrai nom, le Brésilien, dans cette salle de l'Accor Arena de Paris. Gros rendez-vous, ce sera en carte principale de toute façon. Ça aurait pu même mériter co-main event, hein, pour le coup. Ça m'aurait pas... Je pense qu'il y a moins que ça peut être comme main event. Hein. Je sais pas. Parce que je pense que Benoît et le main event et le co-main event, c'est le même coach. Je sais pas si UFC ils vont calculer ça, mais il y a moins que ça peut être co-main event. Ouais, non, mais je l'ai dit aussi lundi dans l'émission quand on en a parlé. Je pense qu'en effet, puisque Nicolas Hoth, c'est le même coach pour Benoît et Nassourdine, et même Sucupira, c'est le même coach pour les deux Brésiliens, ce serait peut-être en effet même intelligent de te mettre toi et Pitbull en co-main pour qu'ils aient le temps. Aussi, voilà. Pitbull il est plus haut que Benoît, tu vois. Ouais, et puis c'est un nom incroyable dans le MMA. Donc, et il est numéro 11, je pense que Benoît il est numéro 15 ou quelque chose comme ça. 13, il me semble. Tu vois. Oh, ok, tu vois. Non, mais bien, ça... Moi, pour dire la vérité, ça m'intéresse pas. Même si on me donne la clé de Accor Arena, ouvre la salle et bats-toi, je le fais. On adore cette mentalité, Louzen. Merci beaucoup de la disponibilité pour cette interview. Plein de force. On sera avec toi. On sera bien sûr à Paris avec Jab Live. Donc, on se croisera là-bas. Et 6 septembre contre Pitbull. On est tous derrière toi et on sera bien sûr là pour couvrir tout ça. Merci, Louzen. Tu sais bien, la porte, elle est toujours ouverte. Que tu viennes à Nice ou en visio, ce sera toujours un plaisir de te recevoir pour parler de combat et de tes futures échéances à l'UFC. Ciao, Louzen. À très vite sur Jab Live. Ciao, ciao. Et on continue ce deuxième numéro de Grand Talk avec cette succession d'invités et je suis ravi et honoré d'avoir avec moi aujourd'hui Monsieur Fares Ziam qui sera à l'UFC Paris bien sûr. Ce sera le 6 septembre à l'Accor Arena de Bercy contre le Brésilien Caio Fernandes, un des 4 France-Brésil du jour ce 6 septembre-là. Fares, on va représenter, il faut mettre le maillot de l'équipe de France ce soir-là. Hein. Là, on représente, il y a défi contre nos amis brésiliens. Hein. Ouais, grave. Franchement, on va chercher le 4-0. Hein. Ça va pas être. On va chercher le 4-0 là. Et allez, on va inclure la francophonie, on va inclure notre ami Louzen Keita pour aller me chercher un 5-0 face à Pitbull, bien sûr, ça a été rajouté ces derniers jours. Fares, ravi que tu puisses être avec nous dans ce Grand Talk pour parler un peu de ce combat-là. On rappelle, hein, tu es sur 5 victoires de suite à l'UFC, 7-2 en tout sur ton bilan dans la plus grande orga de MMA, 28 ans. On l'avait dit avec Aldric dans notre émission sur les lightweight, tu es un des meilleurs prospects aujourd'hui. Si on regarde les classements Fight Matrix de moins de 30 ans, tu es dans le top hein, à l'UFC. Comment tu prends ce nouveau rendez-vous à l'UFC Paris? T'as très faim de régaler ton public après le coup de genou sur Matt Frevola de l'an dernier? Ouais, franchement, comment je le prends déjà, je me dis qu'en face de moi, il y a une menace qui vient pour tout me prendre à la maison. Donc, je le prends très au sérieux et je vais pas m'adapter à lui. Je vais juste essayer de le surclasser. Voilà.
T'en parlais, K.O. Fernandez, 96e Fight Matrix, mais il faut pas se fier au classement parce que c'est un mec très dangereux, c'est un très très bon combattant qui sort notamment d'une victoire impressionnante sur Guram Kutaleladze. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Qu'est-ce que tu peux nous dire de K.O. Fernandez? Qu'est-ce que tu as observé? Tu vas pas nous donner ton game plan, je sais, mais voilà, les grandes lignes, tu vois, sur ce que tu as vu de ses forces, mais aussi possiblement de ses faiblesses. Et bah, déjà, ce qu'on a remarqué avec mon équipe, c'est qu'il utilise beaucoup ses calf kicks. Il est très puissant avec ses jambes. Il utilise essentiellement ses jambes arrière et son poing arrière. Et il faudra rester vigilant parce que c'est une arme qu'il a qui est dangereuse et ça peut blesser durant le combat. Et voilà, après, ce qu'on a vu, c'est que il combat toujours du même style. Donc, il combat toujours du même style et du coup, ouais, il faudra juste être vigilant dans le premier round. Et après, faut que j'impose mon style pour dominer. Dans l'approche, c'est compliqué parce que t'as beaucoup à perdre en fait dans ce combat-là. Tu vois, face à un mec qui monte, qui est dangereux, qui est moins bien classé que ce qu'il devrait être sur ses pures qualités de combattant. C'est toi qui es en danger chez toi. Tu t'en rends compte et tu vois comment tu l'abordes psychologiquement, ça? Ouais, moi, comment je prends les choses, c'est sûr que c'est lui qui a plus à y gagner que moi. Mais après, bien sûr, moi, je suis concentré pour faire mon combat et prendre ma victoire et surtout prendre ma sixième victoire d'affilée. Et, euh, et c'est tout, hein. L'objectif, c'est de faire un beau combat et chaque combat, c'est nouveau. Donc, il faut y aller pour gagner. Euh, Tu peux nous raconter, je sais que tu as pas mal passé de ta prépa à Las Vegas. Pourquoi ce choix-là? Où est-ce que tu étais? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Alors, je me suis beaucoup entraîné à l'UFC Performance Institute, mais j'ai aussi fait des bonnes salles de jiu-jitsu brésilien, comme Hybrid Jiu-Jitsu et Ten Planet. Et puis, j'ai tourné un peu à l'extrême. Et ce choix-là, c'était juste pour avoir un peu changer de routine, casser la routine que j'ai ici chez moi, tu vois, changer les sparring. Maintenant, on se connaît tous très bien ici à Lyon. Voilà, histoire d'aller voir du nouveau, histoire de chercher à s'améliorer, tourner avec des gars solides. Et j'ai fait pas mal de sparring avec des gars solides. Donc, ça a tiré vers le haut et je suis revenu ici encore plus fort. C'est ta troisième à l'UFC Paris. On rappelle, tu avais battu Michel Figlac, c'était pour la première en 2022. Et puis Matt Frévola, je le rappelais l'année dernière avec la performance of the night, ce coup de genou que personne n'a oublié, que c'est les personnes dans la salle comme ceux devant leur écran. C'est un passage, toi, qui te fait toujours autant plaisir de pouvoir combattre, tu vois, devant ton public et dans cet événement où on le sait, le public est très chaud et très particulier. Bah ouais, hein, c'est qu'une fois par an en plus, donc il faut profiter de ce moment. Ça arrive qu'une fois par an. Et moi, je suis content parce que mes amis ils viennent, ma famille ils sont là. Donc pour une fois qu'on n'a pas de décalage horaire, on est dans des bonnes conditions. Donc j'ai hâte d'y être. Je sais que tu avais commencé à l'UFC 242, Rabib contre Poirier. Tu avais aussi fait l'UFC 263, je sais, tu étais sur la carte, c'était Adesanya Vettori 2. Depuis, tu n'as fait que des Fight Night depuis cette date-là, c'était juin 2021, donc ça fait plus de 4 ans. Tu as envie d'un gros numéroté, tu vois, de vivre l'ambiance aussi d'une Fight Week, d'un gros show, tu vois, à Vegas, à New York, n'importe où, tu vois. Ouais, franchement, pourquoi pas, hein. Ça fait toujours plaisir de combattre dans une grosse carte. Euh, Après, à voir ce que l'UFC me proposera, mais si après ce combat-là, bon, déjà, je suis bien focus sur ce combat-là et on verra ce qui se passe après. Mais c'est sûr que de combattre dans une grosse carte, ça fera toujours plaisir. Je voulais t'interroger sur comment s'est monté ce combat-là aussi, tu vois, parce que c'est pas forcément quelqu'un qu'on en attendait contre toi, K.O. Fernandez. J'ai noté parce que après ton dernier combat contre Mike Davis, cette victoire sur décision unanime, c'était en février, tu disais j'ai envie d'un test avant le top 15. Puis il y a quelques mois, j'ai aussi vu une story où tu disais je veux un top 15 à Paris et je vais avoir un top 15 à Paris. Puis je t'ai revu sur RMC dire bon, finalement, c'est moi qui ai décidé, tu vois, que tu revenais en fait sur ce que tu avais dit après Mike Davis. J'ai besoin de ce test avant le top 15. Comment ça s'est fait dans ta tête? Tu vois, est-ce que ça a évolué en fait? À un moment, tu voulais un top 15, puis après, tu t'es dit en fait, c'est trop tôt. Tu peux me raconter ton cheminement un peu par rapport à ça? En fait, je me suis dit que toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi, que ce soit top 15 ou pas, j'allais la prendre. Et moi, je pensais que j'allais avoir un top 15 pour l'UFC Paris. Et puis après, bah, du coup, on a reçu une offre de combat avec le nom K.O. Fernandez. Et au début, moi, je disais à mon manager que j'avais besoin de challenge, je voulais un top 15, tout ça. Et puis après, il m'a bien parlé et je lui fais confiance.
Et je fais même confiance à l'UFC pour ce combat-là. Et du coup, c'est un très bon combat pour moi. C'est un striker. Et ça sera un combat test avant le top 15. Et là, je vais rien prouver du tout. Je vais juste montrer mon meilleur niveau et que j'ai le niveau top 15. Donc tu disais, j'ai reçu un contrat avec Fernandez, donc il n'y a pas eu de proposition d'autres noms avant. Non. Il y a eu un peu, mais il n'y a pas eu de concret en fait. Il y a eu, euh, il y a eu un moment où, au mois de mai, on m'a proposé, mais après le niveau timing était pas bon pour moi. On m'a proposé Mateusz Gamrot, mais après, voilà, malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, Et donc, pour être clair, on t'aurait proposé le top 15, tu l'aurais pris là à Paris? ouais, moi j'étais chaud. Hein. Ok. Tu as des assurances, Dolé? On rappelle que tu es managé par Ali Abdelaziz, un des managers les plus puissants, voire le plus puissant de la planète MMA. Pour la suite, tu as des assurances un peu que ce sera top 15 quoi qu'il arrive? Ou de toute façon, on sait que c'est l'UFC, ça marche pas comme ça, mais il t'a donné un peu des bonnes vibes là-dessus? La suite, c'est de gagner mon combat et re-signer un nouveau contrat avec l'UFC. C'est la priorité, c'est ça. Et après, comme je t'ai dit, là, en fait, dans les lightweight, il y a beaucoup de gars qui méritent le top 15. Donc ça, c'est en train de boucher l'accès, on va dire, au top 15. Mais on verra. Peut-être que je peux gagner le samedi à l'UFC Paris et être top 15 le mardi sans avoir pris de top 15, tu vois. Donc on verra bien. Ouais, t'as raison, ça arrive, et puis ça dépend aussi de la performance, des trucs, donc t'as bien raison d'être concentré sur cette échéance-là en première qui est la plus importante. Il y a eu aussi un moment où Ali Abdelaziz, il a commencé à évoquer un combat contre BSD Fares. Sur les réseaux, il en a joué un peu, dire allez, on va voir qui est le meilleur lightweight français. Tu le savais qu'il allait faire ça, ou si tu le savais pas, comment t'as réagi quand t'as vu ces stories-là? Non, déjà quand j'ai vu, c'était le matin pour moi quand RMC a posté. Donc je me suis réveillé et j'ai vu ça. Je savais même pas qu'il avait dit ça. Donc euh, donc ouais, c'était un peu comment dire, hein, j'étais un peu surpris, mais il m'avait déjà parlé de ce combat-là à l'époque. Il m'avait dit c'est l'opportunité, elle arrive en gros de combattre Benoît. Qu'est-ce que tu en penses? Moi au début je lui ai dit je sais pas, voilà on se connaît tout ça. Mais après, voilà, on fait un sport où on est tous les deux dans la même catégorie, où on cherche tous les deux à avancer. Donc, il est possible qu'un jour, qu'on s'affronte. Voilà. Ouais, Mais tu fais. si après, voilà, c'est plus tard, on sait que ce sera toujours mieux. Mais si l'UFC demain m'envoie le contrat avec le nom de Benoît, tu vois, je signerai. Mm. Ouais, j'allais dire, c'est situationnel en fait. C'est-à-dire, bien sûr que je sais que vous aimeriez vous affronter le plus haut possible et avec le plus d'enjeux possible, proche de la ceinture. Mais si on t'avait dit, l'UFC serait venu et t'aurait dit, on n'a pas de combat pour Benoît à Paris, on n'a pas de combat pour toi, let's go, tu prenais? Ouais, Ça aurait été ouais, fun. je connais. J'adore les C'est combats un bon, franco-français. ça aurait été un beau combat pour le public, tu vois, avec plus grand respect que j'ai pour Benoît. On va s'amener à se revoir, peut-être même, je sais pas, mais oui, moi, si j'ai une opportunité, en plus, il est 13e, donc voilà, faut Ouais, en fait, foncer, hein. C'est un sport d'opportunité et c'est soit on la saisit, soit on la loupe. c'est ce que je te disais, ouais, c'est situationnel. C'est-à-dire que si à un moment la situation au classement fait que vous pouvez vous affronter, ça reste un sport individuel. Donc on peut relever ce genre de défi et c'est toujours intéressant. Je le disais tout à l'heure, tu fais partie des meilleurs, si on regarde les classements Fight Matrix, des meilleurs prospects, tu vois, des mecs de moins de 30 ans ou moins. Tu es un des plus hauts classés à l'UFC aujourd'hui. C'est aussi ce qui te fait dire, tu vois, en fait, je suis pas pressé parce que j'ai le temps et en fait je suis en train de construire, tu vois, une carrière solide et j'ai encore de nombreuses années devant moi en fait pour m'imposer dans ce classement et puis monter les marches petit à petit, quoi. Oui, ouais, après, c'est clair que j'ai le temps, mais le temps, il passe vite. Donc, là, je pense qu'après ce combat, c'est vraiment là que ma carrière va changer. Après ce combat-là, déjà face à Frévola, elle a changé. L'UFC me voit d'un autre œil. Et là, après ce combat-là, ça sera encore mieux. Ouais, on espère fort que tu vas nous faire une masterclass qui va changer tout ça, en effet. Quel souvenir? C'est marrant parce que tu l'évoquais. On en garde un souvenir inoubliable de ce coup de genou contre Frévola qui électrise littéralement les travées de l'Accor Arena. Toi, avec cette année quasiment de recul, tu vois, quel souvenir tu gardes, le premier truc qui te revient de cette soirée-là? Franchement, le premier truc qui me revient, bah, c'est le moment où il tombe et j'enchaîne avec le Grand Pound et qu'après, je vois l'arbitre arrêter
et que les émotions elles montent, le public qui est en folie et que Hunter Campbell il me regarde et il me dit ça c'est un bonus. Donc là c'était un très bon feeling. C'est le genre de regard et de phrases qu'on aime bien à la fin de son combat, Fares. Hein. Et on espère pour toi qu'il y en aura un autre le 6 septembre. Et tu avais déjà vécu ce côté, parce que je t'ai dit, la foule, d'un coup, elle explose, quoi, même avant que ce soit fini. Dès que le coup de genou sort, elle explose. Comment tu le ressens, ça, toi, en tant que combattant? Ça doit être des émotions quand même incroyables. Franchement, j'étais tellement concentré dans le combat que lorsque j'ai mis le coup de genou, j'ai pas forcément entendu la foule. Là où j'ai entendu la foule, c'est vraiment quand l'arbitre est venu et il a dit stop, tu vois. Là, je commençais à sortir un peu du combat, en fait. La concentration, elle était moins sur le combat, elle était plus sur ce qui se passait autour de moi et c'était incroyable. Pour finir cette interview, merci Fares de ta disponibilité parce que je sais que tu voulais pas faire beaucoup de médias avant dans ce pré-fight, donc je suis heureux que tu aies accordé ta confiance à Jab Life et Grand Talk. On a vu quelques photos de passage à l'entraînement avec Khamzat Chimaev. Au moment où on enregistre, on cache rien à nos auditeurs. On est quelques jours après la démonstration de Khamzat contre Dricus du Plessis. Toi, tu as posté derrière en disant ça, tu vois, t'en parlais comme d'une motivation de voir ce qu'avait réussi Khamzat. Qu'est-ce que tu as pensé du combat et qu'est-ce que tu entends par là? C'est un mec qui t'inspire parce qu'il est en train de réussir? Ouais, alors déjà, pour parler du combat, moi j'ai trouvé qu'il a été ultra performant, il s'est imposé dans son jeu. De faire ça lors d'un match de championnat, c'est quand même extraordinaire, tu vois. C'est comme si un striker arrive et impose son style, comme a fait, on va dire, Topuria à Oliveira, sauf qu'il a réussi à le finir. Mais et aussi c'est une motivation pour moi parce que c'est un mec que j'ai vu s'entraîner d'arrache-pied, s'entraîner dur, donner le meilleur de lui-même pour réussir. Et, euh, et voilà, l'entraînement, il n'y a pas de rigolade, c'est que du sérieux. Et il a réussi, et c'est inspirant comme histoire. Ouais, ça te montre la voie à suivre. Je sais que tu es aussi sérieux à l'entraînement, mais ça te montre cette voie-là. Ouais. On s'entraîner dur, rester discipliné et aller de l'avant. Il peut être battu, ce Chimaev-là? Et est-ce que tu fais, ma deuxième partie de question, c'est est-ce que tu fais confiance à Nassourdine pour faire ça? Franchement, très honnêtement, moi, j'apprécie les deux. Donc, sur ce côté-là, je serais assez neutre. Mais, euh, mais voilà, on connaît la force de Khamzat. Et cette force-là, personne n'a réussi à la contrer. Donc, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui va réussir à la contrer. Ouais, c'est très compliqué. La mission est dure, mais elle n'en sera que plus belle pour celui qui la relèvera. Et Exactement. Et puis, en tout cas, j'espère que Nassourdine un jour sera champion. Ce sera le main event à Paris, Nassourdine Caio Borralho, je le rappelle. Elle est cool quand même. Hein. Je voulais ton avis un peu global sur cette carte à Paris. Elle est quand même fun, cette carte. Tu vois, au début, il y avait plein de gens qui étaient en mode ce sera peut-être pas, mais elle est ultra fun, cette carte. Combat qui s'est rajouté là, Keita contre Pitbull. Franchement, c'est un super fight. Et ouais, même ce combat-là, il est hypant, quoi. Ouais, on sent même que l'UFC respecte en fait Paris et le public français. Tu vois, en mettant un combat comme ça sur cette carte-là, je trouve qu'il montre beaucoup de respect à notre public. Ouais, moi, c'est ce que ils savent que le public français sera chaud. Ils attendent des combats, ils veulent des guerres. Là, ils ont mis deux bons strikers ensemble et ça va être la guerre. Hein. Ouais. Et bon courage Pitbull, hein. Malgré que ce soit un nom, bon courage vu comment ça frappe en face. Bon, je vais pas te demander l'éternelle question que tout le monde te demandait toujours, est-ce que tu chercheras le finish? Parce qu'on le sait que tu le cherches de toute façon et que s'il est disponible et que s'il se présente, bah, tu vas aller le chercher bien entendu. Mais ce que tu peux nous promettre, c'est qu'on verra une meilleure version de Fares Ziam que jamais le 6 septembre dans la cage de Paris. En tout cas, moi, je me suis entraîné je suis prêt et le jour J, je serai prêt. Aucun souci physique ou quoi que ce soit, tout va bien, tout est au vert? Du tout, ça va. Merci Fares. Bon, j'espère que tu as prévu quelques petits pots de miel pour les amis comme d'habitude, comme chaque année? Toujours. Et il y en aura même pour les Belges normalement. Donc, Et voilà, la francophonie se réunit autour de ça. Merci beaucoup, monsieur Fares Ziam. Plein de force, on le rappelle, pour ce combat contre Kao Fernandez. Ce sera donc le 6 septembre à Accor Arena de Paris pour l'UFC Paris, 4e édition. Merci beaucoup Fares et on se retrouve très vite à Paris. On y sera pour Jab Life avec Aldric notamment. Et puis de toute façon, la porte sera toujours ouverte pour toi, tu le sais. Et merci beaucoup de ton temps et de la disponibilité. Ciao, ciao Fares. Plein de force pour le 6. Ciao, ciao. Ciao.
Et on continue d'enchaîner les invités dans ce deuxième épisode de Grand Talk. Et cet invité, cette fois, il est en présentiel avec moi dans les studios Ricordia à Nice. Et il va faire un énorme combat le 26 septembre en main event du PFL Europe à Nantes. Monsieur Kevin Jousset qui affrontera Abdourahimov. On reçoit R. Jousset dans Grand Talk. Il y a un petit combat duquel on doit parler. C'était dans les tuyaux Ça va, Alex ces dernières semaines. C'est maintenant officiel à l'heure où vous voyez cette émission de Grand Talk. Bien sûr, Kevin Jousset contre Abdourahimov, 26 septembre à Nantes en main event pour le PFL. Kevin, je vais pas te mentir, c'est le genre de combat qui m'excite beaucoup. J'adore les combats franco-français. Quand on t'a parlé de ça, est-ce que tout de suite t'as été let's go? Ah ouais, moi, comme on avait pu parler la dernière fois quand on avait fait l'interview ensemble, je t'ai dit que j'étais là pour faire des gros combats, des combats qui me donnaient vraiment envie d'y retourner au charbon tous les jours. Que demander de plus? C'est un mec qui est très très bien classé au classement mondial. C'est l'un des welterweights les plus connus français, que personne ne voulait affronter, de ce qu'on m'a dit. Ce qui est bizarre pour moi parce qu'on est des combattants, donc je vois pas trop le principe de pas vouloir affronter des mecs forts. Mais ouais, on m'a proposé ça, je me suis dit let's go, ça me plaît. T'as eu d'autres propositions intéressantes sur la table ou c'est celle qui se démarquait vraiment du lot par rapport au... Ouais, non, j'ai eu pas mal de propositions en termes d'organisation. Après, on n'a pas eu des noms précis sur les autres orgas, quoique il y a 2-3 orgas où j'ai eu des noms précis, mais rien ne s'approchait de ce calibre, on va dire. En termes de combattant, c'est un mec, comme je dis, voilà, qui est très très fort à ce qu'il fait. Donc, il n'y avait pas de doute pour moi. Je te disais, ça a leaké un peu les infos sur ce combat. On en a entendu parler avant l'officialisation. Je pense que tu as un peu observé ce qui se passait, les commentaires, les trucs. Tu vois que ça excite beaucoup de monde. Tu vois, t'es conscient que c'est un combat qui va vraiment... Les yeux vont être tournés vers ce combat le 26 septembre, là? Ouais. Bah, carrément, je pense que voilà, c'est un gros combat. Les gens, ils n'ont pas vu Abdoul depuis un moment. Ils m'ont pas vu depuis un moment. Moi, je reste sur deux performances qui n'étaient pas top. Lui, il a quand même roulé sur ses derniers combats. Donc voilà, les gens, ils pensent qu'ils vont savoir ce qui va se passer, sauf que les gens, ils savent rien du tout. Et donc ouais, j'ai lu un petit peu les trucs. Après, il y a une chose que j'ai appris avec l'expérience, c'est que les gens, ils peuvent parler de tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire qui va gagner, qui va perdre. Au final, c'est toi, un autre mec dans la cage le soir. Il n'y a que ça qui compte. Abdoul, t'en parlais, voilà, tu me disais, il y a plein de mecs qui l'évitent. On sait pourquoi plein de mecs l'évitent, parce que Abdoul au sol, c'est quand même un phénomène pour le coup. Tu l'as observé bien, enfin tu vois, c'est quelqu'un que t'avais déjà vu combattre ou tu t'es mis là à le regarder une fois qu'on t'a proposé ce combat? Je l'avais déjà vu combattre, j'avais déjà vu ses combats, mais je m'étais pas vraiment assis en mode analyser ce qu'il fait et ce qu'il fait pas. Là, bien entendu, j'ai pris le temps de le faire, moi tout seul et ensuite avec mes coachs, bien entendu. Et ouais, après, voilà, moi je trouve ça dommage de faire un sport de combat et d'éviter les mecs forts. Ça a toujours été ma façon de voir les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, ils veulent essayer d'avoir le plus de hype possible en prenant des mecs pas bons. Moi, ça n'a jamais été mon délire et c'est pas la raison pour laquelle je fais ce sport. Et surtout, voilà, le mec est très fort, mais je suis sûr que j'ai la capacité de battre ce mec. J'y vais pas en mode touriste, me dire ouais, le mec, il est bon, blablabla. Il est bon, oui, mais moi aussi, je suis bon et je sais que je peux le battre. Je vais pas te demander ton plan, on verra ça le 26 septembre dans la cage de Nantes pour le coup. Mais je me trompe beaucoup si je dis Abdoul, c'est chiant au sol, mais il faut déjà amener Kevin Jousset au sol. C'est vrai, c'est pas faux. Non, c'est ça. Les gens, ils se rendent pas compte. Ils se disent ouais, Abdoul est très fort au sol, c'est bien, mais j'ai jamais vu un mec faire du sol quand il est debout. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, ouais, il est très bon au sol, mais déjà bon courage pour m'amener au sol. Et même si tu m'amènes au sol, les gens ils m'ont pas vu au sol. Ils se rendent pas compte des compétences techniques que j'ai au sol. Du jiu-jitsu et des sports de contact, j'en ai fait toute ma vie. Et même s'il arrive à m'amener au sol, je suis loin d'être perdu au sol. Et moi, je peux être dangereux sur le dos que aussi en position dominante. Donc, ça me fait pas peur de combattre un bon grappleur, bien au contraire. Ouais, parce que par exemple, c'est bien de rappeler, parce que autour de toi, le storytelling a toujours dit, Kevin Jousset qui s'entraîne avec Israël Adesanya. Il faut rappeler que quand en Nouvelle-Zélande et en Australie, tu t'entraînais aussi avec un certain Craig Jones, non? Exactement, ouais, des bons grappleurs. Je me suis entraîné avec plein d'entre eux, dont Craig, bien entendu, pendant des années. Et je suis loin d'être ridicule contre les très bons grappleurs. De toute façon, les mecs avec qui je m'entraîne pourront te le dire. J'ai beau être grand, est-ce que tu veux, quand les gens ils arrivent au corps à corps avec moi, ils se rendent compte que j'ai beaucoup plus de force que ce qu'ils pensent et que je suis loin d'être facile à take down. Et même si on va au sol, je suis très bon au sol également. Donc, hâte de pouvoir montrer tout ça. C'est un combat one-shot ou tu t'installes au PFL ou tu as envie de t'installer au PFL? Écoute, on va voir ce qui se passe. En tout cas, il y a plusieurs bons welterweights qui me plaisent dans cette organisation, clairement. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais ouais, m'installer là pour être une bonne chose. Ouais. C'est au PFL, on sait qu'il y avait aussi Cédric Doumbé dans la même catégorie que vous. Il y a Baki qui a combattu contre lui et qui est
qui a été lié au PFL. Il a dû retourner faire un combat à Arès contractuellement, mais en tout cas, il y avait un lien entre lui et le PFL. Il y a quand même un petit truc qui peut s'organiser, non? Une sorte de petit tournoi à 4 des Français welter au PFL. C'est excitant, ça, non? Ah oui, après, hein, on verra si eux, ils sont dans ce délire-là et si le PFL a envie. Mais moi, tu me proposes un tournoi à 4, 2 combats le même soir. Tu gagnes, tu prends l'autre mec à gagner et le vainqueur, il prend tout. Vas-y, let's go. Le bon MMA qu'on aime, ça, tu vois. Le retour un peu de l'esprit des tournois, comme il y avait au début, notamment de l'UFC. La prépa va se faire à Nice? Tu fais ta prépa entièrement à Nice? Ouais, pour ce combat, je fais ma prépa à Nice. Écoute, j'ai plein de bons mecs pour m'entraîner pour ce combat, des très très bons grappleurs, et dont des mecs que les gens ne connaissent pas forcément. Je vais pas forcément dévoiler les noms maintenant, on en parlera après le combat. Mais j'ai des très très bons grappleurs, des mecs qui arrivent à vraiment faire le même style qu'Abdoul. Donc voilà, j'ai des bons entraîneurs, j'ai tout le monde sur place, donc c'est nickel. Je suis qu'à 1 heure de vol de Nantes. Ça va me changer plutôt que de me mettre des 30 heures de vol comme j'ai fait sur mes combats précédents. Donc pour ce combat, c'est parfait. Ça se passe bien ici, donc rien à redire. Ouais, puisqu'on rappelle quand même que quand tu avais fait ton combat à l'UFC Paris, c'est quand même. Tu combats à domicile, mais en faisant 30 heures d'avion. C'est un concept quand même, ce truc-là. Ouais, c'est facile, pas les choses. Il faut arriver 2-3 semaines avant, de se réadapter, tout ça. Après, c'est moi qui ai choisi. Hein, non, mais bon, là, pour ce combat, ça va être parfait d'être sur place. Pour finir sur ça, sur ce match-up, quand on lit les commentaires, tu le disais un peu tout à l'heure dans ta réponse, on sent que beaucoup des gens du public mettent Abdoul en favori. Te connaissant un peu, je pense que ça t'excite. Ça rajoute un petit truc, tu vois, d'avoir envie de faire déjouer tous ces pronostiqueurs. Ouais, bah après, en premier lieu, je veux me prouver à moi-même que je peux réussir ce que j'ai en tête. Mais bien entendu, fermer la bouche des gens qui parlent un peu trop, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, surtout que les gens qui parlent, ils connaissent pas grand-chose en général. Ceux qui connaissent vraiment le sport, au final, ils se rendent compte que c'est un match-up beaucoup plus serré que ce que certains disent. Et après, comme je t'ai dit, peu importe ce que les gens disent, c'est Abdoul et moi, ce soir-là, le 26 septembre, et le meilleur va gagner. Quand on s'était parlé la dernière fois en interview ici, dans les studios Recordia, tu me disais, tu me racontais comment s'était passé la fin de l'aventure avec l'UFC. Il y avait encore de la frustration, et c'est normal, parce que vu la façon dont ça s'est passé, si je te dis, entre faire le main event du PFL à Nantes contre Abdoul Abdiragimov dans un combat dont beaucoup de gens vont parler en France, et être sur les prélims de l'UFC Paris, tu vois, 3 semaines avant, finalement, le meilleur choix, c'est pas celui de Nantes? Ça, c'est un choix difficile. C'est une question difficile dans le sens où tu te dis l'UFC est quand même reconnu pour être la meilleure organisation mondiale. Je pense qu'Abdoul a largement le niveau d'être dans les meilleurs mondiaux également. Mais comme on le sait tous, l'UFC, ils signent qui ils veulent et ils cut qui ils veulent. Malheureusement pour lui, il n'a jamais eu l'opportunité d'aller à l'UFC. Mais voilà, comme je dis, il a le niveau d'y être. Là, j'ai la chance d'affronter un mec qui est l'un des meilleurs au monde. C'est pas l'UFC, c'est au PFL. Le PFL, c'est aussi une très très belle organisation mondiale, bien évidemment. Donc les deux sont beaux, c'est difficile à dire, mais bon, je te dis clairement, je bats Abdoul le 26 septembre. Derrière, ce qui va arriver pour moi, ce sera encore plus beau. Donc ouais, je signe. Ça peut être le tournoi aussi? Ça t'intéresse, leur tournoi monde là au PFL? Ouais, on en a clairement parlé. Ça peut être une option directement après Abdoul si je le souhaite. Ce sera moi de choisir. Il y a plusieurs options qui sont dans le contrat que je ne vais pas dévoiler ce soir, mais le tournoi directement après avoir battu Abdoul, c'est une option. Ah, c'est cool, c'est excitant parce que tu as déjà un premier match-up excitant, puis derrière, de ce que je comprends, beaucoup d'opportunités qui peuvent s'ouvrir. Sans que tu me donnes de chiffres, je veux pas savoir, mais on est mieux traité au PFL qu'à l'UFC sur le contrat sur lequel tu étais? Ouais, je me plains pas. Je te remercie beaucoup de la présence, Kevin, et puis plein de force donc, pour le 26 septembre, on rappelle, à Nantes, main event du PFL contre Abdoul Abdouragimov. Et pour le coup, on va aussi recevoir Abdoul dans cette émission. Donc, chacun aura eu la parole pour s'exprimer. Et ensuite, ce sera dans la cage entre vous deux. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi. À très vite sur Nice, puisqu'on est voisins maintenant. Yes. Et donc, après Kevin Jousser, on est heureux d'être avec le Lazy King Abdoul Abdouragimov, son adversaire, on le rappelle, 26 septembre à Nantes, main event du PFL, Jousset Abdouragimov, un combat, je l'ai dit à Kevin, qui nous excite beaucoup dans le MMA français parce qu'on adore ces oppositions franco-françaises qui mettent plein de hype sur ce sport. Comment ça va, Abdoul? Ça va très bien, merci beaucoup déjà de m'avoir invité, Alex de Herbinet. C'est beau gosse que je te fais, j'aime bien, franchement, c'est beau gosse et je suis excité de ce combat, franchement, parce que quand j'ai entendu Kevin Jousset, j'étais content en vérité, j'avoue, parce que pas en mode ah, c'est un striker, c'est bien pour moi. Non, au contraire, j'étais content parce que c'était un adversaire avec mentalité de guerrier. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime ça. Quand je combat, je veux combattre des mecs, c'est des guerriers, ils viennent pour me tuer, quoi, tu vois.
Et lui, il a cette mentalité. En plus, il me fait rappeler un peu les anciens Gallois, tu vois, Gaulois, là, français, là. Et aussi Astérix, Obélix, là, tu vois. Je sais pas, ça me fait rappeler ça avec les potions magiques. Et la potion magique, c'est quoi? C'est son cœur. Parce que lui, il bat avec son cœur. T'as vu son style de combat, comme on connaît. Mais c'est ça que j'aime bien. Deux cœurs vont se combattre, là. C'est ça qui est bien. Donc, quand est-ce que, enfin, quand tu as appris que c'était Kevin qu'on te proposait, t'étais chaud direct? Je lui ai posé la même question, il était chaud direct, lui. J'étais chaud, moi, j'accepte. De toute façon, j'avais dit, qui que ce soit, moi, j'ai dit oui. Tu vois? Et vu que c'était lui, comme je dis, par rapport à sa mentalité, bah, j'étais encore plus excité, quoi. C'est un combat, je disais, qui va mettre beaucoup de hype parce que j'adore ces oppositions franco-françaises. Ça te plaît, tu vois, de faire ce genre de combat? Tu vois, t'as rejoint le PFL, on sait, pendant un temps, on a suivi tous tes rêves du FC, et puis ça s'est pas matérialisé. Mais tu vois, j'ai l'impression que faire un beau combat comme ça en main event à Nantes, dans ta ville, c'est quand même mieux finalement que de faire un combat contre un inconnu ou presque, entre guillemets, je dis, à l'UFC sur une carte préliminaire, tu vois, à l'autre bout du monde. C'est vrai, c'est parfait en vérité pour moi. Dieu a mis tout parfaitement comme il faut. Le timing est bon, tout est bon. Ouais, c'est à Nantes, ville natale, et où j'habite ici, je m'entraîne, il y a tout ici. Comme ça amène déjà, ça ajoute une autre ville dans la carte de MMA français déjà, tu vois. Parce qu'il y a Paris, principalement, c'est que ça commence toujours par Paris. Et après, il y avait Lyon, Marseille, tu vois, maintenant Nantes, il y a d'autres villes comme Bordeaux, tout ça. Ça commence à s'agrandir le carte de MMA. Et comme ça, le MMA, forcément, il évolue. Regarde, toi, tu es en train de faire une émission beau gosse, les autres, ça va motiver. Et ça fait que ça relève tout le monde, en fait. Pas que les combattants, aussi les médias et les sponsors, tout le monde quoi, va venir. Ça ouvre le marché, quoi. Du coup, ce qui est parfait aussi, je trouve que c'est à Nantes, c'est ici chez moi. Ici, OK, on va dire les gens, ils me connaissent dans la région, mais pour attirer encore plus du monde, Kevin Jusset, c'est parfait. Parce que lui, il est plus connu que moi, tu vois. C'est logique parce qu'il a combattu UFC et tout ça. Donc, du coup, ça attire plus, surtout le monde francophone. Parce que vu que c'est en Nantes, en France, du coup, j'ai dit, c'est parfait. C'est parfait. Tu sais, bah, on l'a vécu chez les welter au PFL avec Baki Doumbé. Enfin, tu vois, ce genre d'opposition, elle donne en effet cet élan, tu vois, ce truc qui est cool pour tout le MMA français. Ça sert à tout le MMA français, ce genre de choses. Kevin, tu l'as beaucoup vu combattre? Tu t'avais regardé tous ces combats? Tu le suivais un peu? Non, honnêtement, des fois, quand je regarde des cartes du UFC, tu vois, quand il combattait, j'ai vu lui combattre, tu vois. Mais je n'ai pas jamais fait attention en mode, peut-être, il serait mon adversaire, tu vois. Je n'ai pas pensé parce que déjà, il était à UFC. Et voilà, j'ai vu à peu près son style, tu vois. Comme je dis, c'est un style de guerrier, il est là, il est costaud. En aucun cas, je sous-estime parce que les gens, ils pensent, parce qu'il a eu des défaites, des trucs comme ça veut rien dire. Moi-même, je suis combattant et moi-même, j'ai perdu aussi. Surtout dans le JJB, tu vois, et j'ai plein de défaites. Et je sais que ça veut rien dire. C'est pas la défaite qui te fait quoi comme combattant, tu vois. C'est le cœur. Est-ce que tu arrives à te relever, revenir? C'est ça la question. Et lui, regarde, vu qu'il a accepté le combat, ça montre qu'il a le cœur. Parce que beaucoup de gars, stratégiquement, ils vont réfléchir, ah non, c'est risqué, là, vaut mieux que je prenne un combattant plus facile pour me remonter dans le winning streak, un truc comme ça, là. Ça montre, voilà, que c'est un mec guerrier. Et ça, il va être gagnant. Parce que les guerriers, tout le monde aime, n'est-ce pas? Et du coup, tout le monde veut le voir. Du coup, il sera. En fait, on choisit sur cette option de mentalité guerrière, honnête, avec l'honneur. On peut que gagner en vérité. Et tu Et vois, bah, voilà l'exemple. Et tu vois, moi, il m'a dit, quand je lui ai demandé ce qu'il avait pensé, quand on lui a proposé le combat, on m'a dit que plein de mecs avaient refusé Abdul, et on sait tous pourquoi ils te refusent, Abdul, et il m'a dit, mais moi j'ai adoré, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est exactement la mentalité que tu disais, on est là pour se mesurer, et puis bah, le meilleur dans la cage sortira, mais ce côté défi et guerrier, je pense que tous les deux vous l'avez, et ça va donner un combat hyper cool. C'est parfait. En plus, ça fait un peu le style old school, le grappler contre le striker qui veut rester debout, quoi. En plus, il a quand même un judo, hein. Et il a un bon judo quand même, faut pas sous-estimer, hein. Non, et un seul, tu sais qu'il s'entraînait avec Craig Jones en Australie, Kevin. Ouais. On va dire, moi, c'est principalement toujours dans mon game, c'est connu que moi, je veux vraiment aller dans le sol, quoi, tu vois, je vais lutter. Et lui, il a un sol aussi, mais
il préfère plus de la bagarre, tu vois, on va dire. Debout. Et comment tu le vois ce match-up là par rapport à ça? Il y a un peu cette idée de le truc, c'est est-ce que tu vas réussir à l'amener au sol, tu vois, ou est-ce que par son judo et son striking, il va réussir à t'empêcher ça? C'est un peu ça la clé de ce combat, Abdoul? C'est un peu ça, on va dire. Parce que moi, je vous dis, je ne cache pas, en ce moment, je me suis en train de me rappeler des choses que je connaissais déjà et je faisais déjà, que j'avais perdu un peu en ce moment. L'esprit du lutteur. C'est quoi l'esprit du lutteur? L'esprit du lutteur, c'est jamais lâcher. Essayer de dominer. Parce que dans la lutte, tu sais, c'est deux combattants qui sont forts, qui connaissent les techniques et personne ne veut laisser l'espace. Parce que si tu laisses un peu d'espace à l'autre, bah, l'autre, il va profiter, il ne va pas réfléchir, hein. Il va te mettre par terre et il ne te laisse plus relever. Tu vois, il va te dominer, il va t'écraser. C'est rouleau compresseur. C'est ça la lutte. Et j'avais un peu perdu cet esprit-là et du coup, je suis en train de le réapprendre là et ce combat est parfait parce que justement en face de moi, j'ai un mec qui justement, il va pas lâcher, il va défendre jusqu'à la mort et c'est parfait pour moi, du coup, l'esprit de lutteur, tout ça, donc voilà. Donc ouais, Abdoul, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans la cage, ça te manque un peu? Oui, ça fait longtemps, mais honnêtement, ça me manque et parce que je m'essaie de concentrer sur le moment présent. Je sais que dans ma tête, voilà, je vais combattre, demain il y a des trucs à faire comme ça. Mais j'ai remarqué, si tu ne te concentres pas sur le moment présent, c'est-à-dire là, je suis à l'entraînement, c'est aujourd'hui que je dois pousser. C'est là qu'il faut aller dans le rouge. Parce qu'il ne faut pas attendre le jour J. Et après, je fais ça. C'est difficile, c'est très difficile parce que voilà, c'est pas facile quand tu es fatigué, tout ça. Les autres, ils se laissent pas faire. Mais une fois que même si tu n'as pas forcément gagné, mais si tu as réussi à pas lâcher jusqu'au bout, à la fin, tu es content, tu es satisfait et ça te motive. Tu te dis, en fait, je suis capable d'aller au bout. C'est difficile, certes, mais on peut y arriver au bout. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut garder cette ligne. Il faut garder dans cette même mentalité jusqu'au bout, jusqu'au jour J. C'est ça maintenant mon objectif. J'en parlais tout à l'heure un peu, mais on avait suivi toute la propagande même qu'avait fait le public pour que tu rejoignes l'UFC. Avec le recul maintenant, comment t'es par rapport à ça? T'es déçu, t'es frustré que ça soit jamais arrivé? T'as pris du recul et tu te dis, bah c'est pas grave, c'est la vie, c'est le chemin que je devais prendre? Moi, je dis c'est pas grave. Au contraire, tout ce qui m'arrive, je le vois en positif. Parce qu'en vérité, dans la vie, on ne peut pas contrôler l'environnement. Les choses qu'on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas contrôler. Mais qu'est-ce qu'on peut contrôler? Notre choix à l'intérieur, notre attitude en face les difficultés, en face les trucs qui nous arrivent. Du coup, UFC, ça n'a pas marché. Je dis, c'est pas grave. J'étais en mode, j'ai positivé les choses. Voilà, il y a PFL, bah, c'est bien, c'est beau gosse, franchement. Et du coup, ça s'est retourné en positif. Regarde, aujourd'hui, on combat à Nantes. Et le PFL, il m'aime bien, on s'entend bien avec eux, le staff, tout ça, là, c'est parfait. Du coup, le mal peut se transformer en bien. Ça dépend de nous, en fait. Du coup, moi, j'essaie de penser comme ça, mais je ne ferme pas les portes. Qui sait, dans le futur, que les portes sont ouvertes, hein. C'est nous, en vérité, qui fermons les portes. Souvent, on se dit, ah non, ça, c'est mort, c'est bon. Et du coup, bah, tu dis, c'est mort, bah, toi-même, tu vas même pas aller vers cette direction, on va dire, tu vois. Alors que si tu te laisses un peu, tu pousses pas la porte, mais tu résistes pas non plus. Et un jour, bah, à force de rester dans la bonne attitude, petit à petit, ça va t'amener dans la porte où, selon ton attitude, est là, quoi, tu vois, tu comprends? Complètement. Et par rapport à ce match, ce combat du 26 septembre à Nantes, si jamais tu t'imposes, tu connais les journalistes, on aime bien se projeter. Si après le PFL te propose Doumbé, t'es chaud? Honnêtement, comme je dis, je suis ouvert à tout, comme je dis tout à l'heure. Je vais pas résister à cette porte-là. Il y a un tournoi, en vrai, il y a un tournoi incroyable à faire en welter français, tu vois, au PFL. Il y a des match-ups hyper cool à faire et ce serait Franchement, cool. c'est une catégorie très intéressante, le welter, parce que ça reste au milieu. Il y a beaucoup de gars qui sont à peu près dans ce poids-là dans le monde. Donc, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gars forts. Donc, c'est bien. Et ma dernière question, Lazy King, c'est que j'ai demandé à Kevin, bien sûr, qui m'a promis. Il a vu que beaucoup de gens pronostiquaient ta victoire contre lui et il m'a dit, bah, je compte bien faire déjouer les pronostics et sortir victorieux de la cage. C'est normal, tous les deux, vous pensez pouvoir vous imposer. Mais quel est ton message pour le coup à Kevin? Quel est le message que tu as lui envoyé à travers notre caméra?
Bah, mon messager, s'il te plaît, Kevin, viens pour me tuer. Et moi aussi, je vais venir pour te tuer. Mais c'est une bonne guerre. Je t'aime bien, mais il ne faut pas penser maintenant que, allez, on va se caresser. Non, on ne va pas venir pour se caresser. Je veux que tu me fracasses la gueule. Bien sûr, moi, je ne vais pas me laisser faire. Mais en tout cas, fais une bonne guerre. Prends ton élixir là, de Astérix et Obélix et let's go. Merci Lazy King. En tout cas, on est très chaud pour ce combat et on sera à Nantes bien sûr le 26 septembre pour observer ça. Très très hypant de voir Kevin Jousset affronter Abdullah Abdouragimov. Je suis très fan et ce sera l'occasion de se revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en direct Lazy King. Et la porte elle est ouverte à Nice quand tu veux. Hein. Si t'es dans le coin, la porte du studio elle est grande ouverte. Merci beaucoup. Bientôt peut-être je vais passer vers Clément Marcoux vu qu'il est à côté. Donc... Ouais, grave. Venez à deux même, venez à deux, on se fait une belle émission ici dans nos studios. Ouais, merci beaucoup Abdoul, à très vite et force pour ta prépa pour le 26 septembre. Merci. Ciao, ciao. Et on continue ce nouveau Grand Talk avec un nouvel invité et je suis ravi de recevoir en présentiel ici à Nice un membre de la Tactical Fight Team de Toulouse, combattant pro à Hexagon MMA où il est déjà à 4-0, 23 ans après une belle carrière amateur où il est notamment passé par les mondiaux IMAF. Monsieur Owen Jason, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, Cool. ça va. Qu'est-ce que tu fais à Nice là? Tu es venu nous voir, mais ça tourne aussi un peu au Boxing Squad? Ah, je suis venu passer un peu de temps au Boxing Squad. Très grosse équipe. Franchement, hier, j'étais choqué du monde qu'il y avait. Kevin Jousset, Virgil Hogan, Baris, le grand Baris, champion Hexagone. Non, très lourd. Et à côté de ça, on fait un peu les plages, la promenade des Anglais. C'est pas mal. C'est plutôt cool. J'en parlais, donc combattant pro à Hexagon MMA. Tes débuts pro, c'était en juin 2024. T'es déjà à 4-0, 3 finishes au premier round. C'est ça. C'est quoi ta prochaine échéance? Il me semble avoir entendu un peu parler d'une sorte de homecoming. On rentre à la maison, monsieur le Toulousain? Homecoming home. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est le 26 septembre au Zénith de Toulouse. La dernière fois, j'ai fait un co-main event à Bordeaux. Là, je pense que je devrais avoir une très bonne place à Toulouse, chez moi, à la maison, devant ma ville, devant mes proches. Ça s'annonce très, 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 très lourd. C'est quoi le sentiment de pouvoir combattre, tu vois, dans un gros cadre, une belle orga française, chez toi, devant les tiens? En fait, mon premier combat pro, je me suis un peu, pas précipité, mais j'ai un peu hâté ce passage. Parce que c'était à Toulouse. Et c'était au Palais des Sports. Et quand j'étais petit, j'étais déjà passé au Palais des Sports, regarder des événements de MMA. J'avais regardé mon premier coach, Anthony Rea. Je sais pas si ça te parle. C'était mon premier coach. Et il nous avait donné des places et tout. Et moi, j'étais assis tout en haut. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ça et tout, et tout, et tout. Donc, je suis allé au Palais des Sports et je me suis dit, il faut que je combatte. Et donc, j'ai fait mon premier combat pro au Palais des Sports de Toulouse. Vraiment un très bon souvenir que j'ai. Et là, quand on m'a dit Zénith, je dis ça encore. C'est l'étape au-dessus, tu vois. Et là, franchement, il y a un sentiment de... J'aimerais que ce soit à la fin de la semaine. Vraiment, tout le monde m'en parle. Tout le monde me dit alors, non, Zénith, c'est comment et tout. Si je pouvais, ce serait samedi, là, j'irais comme ça. Et... Un adversaire prévu, déjà, ou pas? Et plus maintenant, c'est un peu compliqué. À l'Hexagone, c'est un peu compliqué. Tu sais, tout le monde a un peu ses plans. On a eu on a eu Parways. On avait eu... quelques pistes, mais bon, Parways, il a perdu son combat là, dimanche. Donc, à Orange, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je pense pas qu'il sera d'attaque. Et même, moi, dans tous les cas, je prends tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire mon Zénith, régaler ma ville. Moi, je prends tout le monde. J'ai un management, la Bulgarian Top Team. C'est eux qui choisissent. Moi, je me prépare et je réponds présent le 26 septembre. C'est JB Shelby qui s'occupe de toi, c'est ça? JB Shelby, le grand. On lui passe un clin d'œil. On espère qu'il viendra de ces quatre nous parler dans il faut, le JB, ouais. JB, il faut que tu viennes un jour. Il faut que tu viennes ici. Il faut que tu viennes visiter tous les studios, JB. C'est pas rien. On parlait de cette passage en pro, juin 2024. Donc, au début, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que tu es pro. Grosse carrière amateur, je l'ai dit, 15-4 en amateur. Tu es passé par le championnat de France, les mondiaux amateurs aussi, les IMAF, le parcours un peu maintenant de tous les gros talents français qu'on a en amateur. Comment elle s'est passée maintenant que tu as du recul d'1 an, cette transition, tu vois, comment tu l'as vécu ce passage en pro? Est-ce qu'il y a des erreurs dans tes premiers combats que maintenant tu fais plus? Comment tu vois cette première année chez les pros? Bon, si tu regardes d'un point de vue statistique, très bien, tu as 3 KO au premier round, une décision, ouais c'est ça, 3 KO au premier round, une décision, donc 4 victoires, je ne suis pas à me plaindre, 4 combats en 1 an, c'est un bon ratio, il y a plus, il y a moins, voilà, moi sur ça je suis content. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une petite évolution, je me suis adapté
avec les coups de genou, notamment, parce que c'est un peu ma signature, apparemment. Tout le monde Tu me les parle aimes que de bien, ça. je sais. Je les aime bien, surtout quand ils sont sautés, là, je me régale. Et non, en vrai, je suis content. Je suis content. Maintenant, ce que j'aimerais faire après mon Zénith de Toulouse, ce serait prendre des plus grandes pauses. Tu vois, se passer un peu plus les combats, mais que derrière, il y a une grosse progression, tu vois, un gros travail sur des lacunes, parce que j'ai des lacunes, tu vois, ça, comme tout le monde. Et voilà, à peu près. Mais sinon, je suis globalement content de ce que j'ai fait sur cette première année pro, cette transition. On a fait J'ai régalé pas mal de monde. C'est ça, en vrai, la vraie transition. C'est qu'en amateur, il y avait il y avait 50, 60 personnes qui regardaient tes combats. Maintenant, tu vois, il y a des salles, ouais, on est entre 5 et 7 000 personnes. C'est totalement différent. C'est plus tu passes à la télé, il y a des gens qui te demandent des photos. C'est vraiment un monde différent, mais ça fait plaisir de réussir et ça fait vraiment plaisir d'être soutenu. Donc, c'était vraiment une vraie transition, ce amateur pro, là. Tu parlais de ses genoux, les coudes, Mm. les petits gants. Ouais. T'as l'impression aussi, tu vois, qu'en amateur, t'as pas le jeu complet de MMA et que maintenant tu peux Oui, exprimer toutes les ça. qualités que t'as. C'est ça. En fait, en amateur, c'est pas que t'as pas le jeu complet, mais c'est que ton game plan ou ton style de combat plutôt est vraiment modifié et modifie l'aspect du combat. Moi, en amateur, si tu regardes mon tapologie, j'ai eu quelques soumissions, 1 ou 2 TKO, je crois, mais sinon, c'est surtout des décisions. Alors que là, en pro, c'est beaucoup plus facile pour moi de finir. Alors qu'avant, à l'inverse, t'as des gars qui luttaient, qui mettaient beaucoup de soumissions et tout en amateur, et qui en pro, maintenant, ont plus de mal à finir les combats parce que les formats sont plus longs, ça demande plus d'énergie. Alors que moi, au contraire, le fait que ce soit plus long, j'arrive à prendre plus mon temps, mieux réfléchir. Le fait qu'il y ait les coudes, les genoux, les petits gants, j'arrive à être plus percutant sur mes frappes. Et du coup, ben, moi, ça a changé ma physionomie. Je suis passé d'un gars qui était pas mal dans les décisions à un gars qui a beaucoup de finish. Et il y en a, justement, des fois, ça varie. Ils se sentent plus à l'aise en amateur qu'en pro, parce que c'est plus court, c'est plus facile de lutter sur 9 minutes que sur 15. T'es pas torse nu, donc il n'y a pas la transpiration qui aide. Il y a beaucoup de facteurs. C'est vraiment un autre monde. Et l'amateur, c'était vraiment une bonne introduction pour ce monde-là. Pour ça, d'ailleurs, qu'on voit qu'en amateur, les pays qui ont la lutte, tu vois, où la lutte est très développée, ils réussissent beaucoup dans les compétitions IMAF en général. Bah, quand on avait fait les IMAF, il n'y avait que ça. Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan. Il y avait c'était pas là. Si, je crois que c'était la Suède. Les Suédois, ils étaient très forts. Et les Suédois, ils étaient très très forts aux IMAF. Tu vois, moi, je m'attendais aussi aux pays de l'Est, mais les Suédois étaient très très forts. Et je te parlais de ces petits gants. Il y a un moment aussi, tu ressens, tu l'as peut-être ressenti en combat. Ah ouais, c'est pas le même impact quand même. Et quand je touche, ça fait pas le même dégât. Ouais, bah, si tu veux une anecdote, le premier combat pro Hexagone à Toulouse, c'était mon sponsor. C'était Metalbox avant, c'était pas encore Venom. Et Metalbox, il avait vraiment fait des gants. Tu vois, Venom, on va dire que c'est à peu près comme ça. Metalbox, c'était vraiment comme ça. C'était vraiment... Mes bandages étaient un peu plus épais. Et le premier jab que j'ai mis, j'ai senti mon poing qui s'enfonçait dans sa tête. Je me suis dit, ah ouais, j'aime le mettre, mais je veux pas le prendre. Et du coup, dès qu'il m'a entré dedans, je l'ai lutté. Et après, j'ai fini au sol. Mais non, c'est vrai. La taille des gants, c'est vraiment une grosse différence. Sur ce que tu mets et ce que tu reçois, c'est une vraie différence. Tu parlais de ces 4 combats en un an et cet enchaînement en fait de camps de prépa, parce que tu sors d'un combat, tu enchaînes sur un camp. T'as envie quand même d'avoir plus de plage maintenant parce que je l'ai dit on en a parlé avec plusieurs invités pour le coup quand t'es en camp de prépa, tu peux pas progresser plus que ça, tu prépares un game plan en fait, mais tu vois, d'avoir un peu de ces plages de temps aussi, toi à ton âge, à 23 ans, au moment où t'en es de ta carrière, c'est bien souvent d'avoir des moments pour pouvoir progresser et avoir de nouvelles armes dans son arsenal. T'as envie un peu plus de ça là pour cette 2e année par exemple? C'est ça. Après comme je disais là, après le Zénith de Toulouse, même ce qui est prévu avec les coachs, tu vois, c'est qu'il y a une vraie évolution derrière, travailler des points, pas forcément où t'es pas bon, parce qu'avec l'amateur, t'as pu travailler un peu tout, être plutôt complet, mais vraiment se perfectionner sur des domaines où soit t'es très bon, ou soit t'es un peu moins bon dessus. Et ça, en fait, quand t'es en prépa, que tu prépares par exemple un lutteur, ok, ça va un peu te perfectionner ta lutte, mais déjà, tu le fais pas avec la même intention parce que tu le fais en pensant à quelqu'un. Tu le fais pas en pensant à tout. C'est-à-dire, si le gars est bon en double leg, tu vas faire que des défenses de double leg. Donc, forcément, tu vas te perfectionner. Mais si le gars d'après, il est bon en single leg, ça veut dire quoi? Tu vas travailler single leg. Alors que quand t'as rien, tu peux tout travailler. Voilà, single leg, haut du corps et tout. Et du coup, quand après, t'as une bonne prépa, quand après, t'as un autre combattant qui est bon, je sais pas, sur du double leg, mais t'es déjà prêt, en fait. T'as eu le temps d'évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui se peut pas trop se faire
quand tu enchaînes les combats. Ça peut, mais c'est du très spécifique. Alors que là, c'est un peu plus du global. C'est différent. Moi, c'est vraiment ce que j'envisage, prendre plus de temps et finir mon année d'études aussi, parce que je suis en bac +5 là, je fais une école d'ostéo. Et là, c'est ma dernière année et au moins, j'aurai le temps de faire mon mémoire, être là au cours et en même temps progresser à côté. Bah, j'allais t'en parler. C'était une de mes questions pour le coup, un de thèmes, parce que je savais que tu étais en école de CO. Je savais pas si tu avais déjà fini. Donc non. Il te reste une dernière année. J'ai validé ma quatrième. Donc, tu veux finir ça. Enfin, tu vois, même si la carrière de MMA est très importante, il y a cette volonté d'aller au bout de ce cursus-là et de bien le finir. Oui, important. Déjà, si je veux pas faire un sparring avec ma mère, obligé, hein parce qu'elle me laissera jamais tranquille. Et oui, aussi, tu vois, j'ai fait quoi? J'ai validé ma 4e année. Je passe en 5e année, qui est la dernière. Et derrière, au moins, c'est un travail qui peut me permettre de rester dans mon sport, même si un jour, je sais pas, voilà, j'ai une grosse blessure ou tu fais un accident, tu perds une jambe ou un truc comme ça, tu sais pas de quoi demain est fait. Surtout dans ces sports-là. Exactement. On l'a vu, il y a des gars qui étaient au sommet, ils ont perdu 1-2 combats, tout s'est arrêté très vite. Et je pense, tu vois, je le rajoute à ça, un petit aparté, mais je pense que ma génération, tu vois, les Wally, Samba, Hugo Vidal et tout, on est un peu plus préparé à ça. Parce qu'on nous a prévenu demain, tout peut s'arrêter. Il y a ce recul-là, c'est ça, pas les anciens. C'est ça, en fait, les anciens, ils nous ont toujours dit, ouais, ok, d'accord, t'es fort, peut-être que t'es très fort, t'es injouable et tout, peut-être que personne te battra, mais peut-être qu'un jour, tu vas faire un accident de voiture, tu vas perdre la mobilité, tu vas perdre tes fonctionnalités corporelles. Tu sais pas, en fait, de quoi demain est fait. Et c'est un sport où tu es à un coup. C'est ça. Un mauvais coup peut changer ta destinée et ta vie, en fait. Mais simple, une clé de talon, il te fait les croiser parce que tu tapes pas, parce que tu étais le plus fort et c'est pas possible que tu sois soumis. Une clé de talon, tu te fais les croiser, tu reviens jamais à ton meilleur niveau, t'as rien d'autre. Donc non, obligé pour moi de finir les études, comme je disais, les anciens, ma mère et tout, ils m'ont toujours dit, fini. Et même moi, je savais qu'il fallait que je finisse. J'aime bien moi, je kiffe ce métier. C'est même autre que les sportifs, c'est toujours sympa, plaisant. C'est pas redondant derrière un ordinateur. Tu rencontres des gens, tu parles, t'expliques leur vie, un peu de ceci, un peu de ça. Ouais. Et est-ce que c'est dur, Owen, de jongler entre, tu vois, une carrière MMA pro? C'est dur, il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de timing que tu dois passer à la salle. Les études d'ostéo, c'est pas facile, surtout quand tu es en dernière année et que voilà, il y a des choses à finaliser. C'est dur à jongler tout ça? Franchement, c'est très très dur. Je vais pas mentir, c'est très très dur parce que t'as pas mal de devoirs, t'as des heures de stage à valider. Donc du coup, j'ai la chance d'avoir un statut sportif de haut niveau là à mon école, à l'Institut Toulousain d'ostéopathie, et j'ai la chance aussi d'avoir de très bons camarades de classe. Si vous passez par là d'ailleurs, merci, parce que c'est eux qui m'aident à rattraper des cours où, par exemple, des fois il y a cours de 13h à 15h, et moi j'ai un entraînement de 12h30 à 13h30, tu vois. J'ai prépa physique le midi, parce que je m'entraîne le midi et le soir, et en fait c'est eux qui m'aident. Franchement, sans le collectif, tu vois, de ma classe, je sais même pas si ce serait possible de faire des études comme ça, en tout cas, un bac +5. Mais là, grâce à mon école qui m'aide, mon coordinateur de la 4e année, M. Dayan, qui m'a beaucoup aidé à aménager mes combats, à aménager mes absences, mes rattrapages. Non, franchement, c'est vraiment un travail d'équipe. Là, les études, c'est vraiment un travail d'équipe et aussi de mon travail personnel. Qui est beaucoup sollicité, mais c'est possible, mais c'est très dur par contre. On remercie tous ceux que tu as remerciés aussi, parce que ça nous permet d'avoir des beaux finishes premier round d'Owen Hexagone. Voilà, donc, ils ont du sens sur les mains aussi. Merci à eux, force à eux. Tu parlais de Toulouse tout à l'heure, tu parlais de tes entraîneurs, de cette Tactical Fight Team. Je sais avec Aldric, on avait commenté sur les images les finales de la MMA League. La FMMAF nous avait gentiment fourni les images. Sur Jab Life, on l'avait commenté. Il y avait pas mal de gens de Toulouse, hein. Kéoni Lambert, des gens comme ça. Il se passe quoi là? Il se prépare des belles choses à Toulouse? Il y a des gros talents qui arrivent? À Toulouse, ça a lancé une bonne vague, l'arrivée du Tactical Fight Team. Parce qu'en vrai, il y avait un premier club où j'ai commencé, le Toulouse Fight Club. Et c'était bien, il y avait du bon niveau, mais c'était pas forcément compétiteur en fait. Et le TFT, ils sont arrivés, c'était 3-4 potes qui ont monté leur club. Un qui était ceinture noire de JJB, un qui kiffait, en parlant de Quentin, Johan qui était combattant professionnel, Mathieu qui était lutteur, Axel qui était boxeur. Et en fait, ils se sont dit, venez, on fait un club. Du coup, ils ont fait un club, ils ont ramené des gens, ils avaient leur vibe. Au début, voilà. En fait, on les a vraiment vus monter. Ils ont fait des erreurs de communication
en partageant des trucs qui des fois mettaient en rivalité nos deux clubs. Ils ont amené des gens en compétition et ils ont gagné. Ils ont fait des stages. En fait, ils ont vraiment tout fait. Tu vois, ils ont vraiment innové. Ils n'ont pas attendu que quelqu'un fasse pour faire. Ils ont innové, ils ont fait des stages, ils ont fait. Et à un moment, moi, je voulais faire de la compétition et je me suis dit, ici, je peux pas. Là où je suis, je pouvais pas en faire. Et même mes coachs de là-bas, ils me disaient, vas-y, si vraiment ils te proposent la compétition. Et je suis allé, je crois qu'au bout d'un mois, j'avais fait. Premier mois, je m'entraîne. Je les connaissais déjà. Hein. Je les connaissais déjà parce qu'on avait tourné, mais j'étais pas membre de leur club. Et premier mois, je m'entraîne et un mois après, je me retrouve à faire le MMA GP au cirque d'hiver. Et c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. Et en plus, il y avait que des. Ce jour-là, il y avait des Théo, Amaury, Elohim. Vraiment, toutes les compétitions amateurs, on était tous là, en fait, on se connaissait pas encore. Mais bref, le TFT, ouais, c'est un vrai club qui sont en train de faire émerger pas mal de pépites. Et même mon club formateur, du coup, il y a qui? Il y a le grand Manny Grimodo. Je sais pas si tu as vu votre vidéo sur lui. Et lui, pareil, c'est un tueur. Dès que j'ai pu, je l'ai mis en contact avec JB. J'ai dit, voilà, il y a des tueurs de la maison et tout. Et voilà, moi, je ne fais que constater, comme toi, je suis comme toi, je vois qu'ils font du sale et je suis très, très, très heureux de voir qu'ils sont là aussi à m'aider à mettre Toulouse sur la carte. On va voir, on a les yeux sur Toulouse, sache-le. Ouais, on observe fort ce qui va se passer là-bas. Tu parlais de ton premier club, c'est intéressant aussi de savoir, comme tu es en plus un combattant qu'on découvre un peu, tu vois, en devenir pour le public. D'où tu viens dans le combat? C'était quoi tes expériences de combat? Et comment tu t'es mis au MMA? Alors, moi, depuis que j'ai toujours été un peu bagarreur. Et du coup, quand j'avais des vidéos de bagarre sur YouTube ou quoi, je regardais tout le temps. Et en fait, tu sais, à force de regarder, ça te fait des propositions. Et jusqu'au jour, je crois, la première vidéo où je suis tombé, je crois que c'était le top 20 soumission UFC, tu sais, cette fameuse vidéo là où top 20 KO. Et là, je vois ça, tu sais, je la regarde. Tu sais, vraiment, je crois que c'est l'une des premières fois où j'étais vraiment tout calme quand je regardais des vidéos. T'as quel âge à peu près? Et je sais pas, j'avais 12-13 ans, je crois. Et je me dis, mais c'est une dinguerie. Après, je vois quoi? Je vois des vidéos highlight un peu, tu sais, John Jones. À l'ancienne, ils avaient les sponsors sur le short et tout. Je me dis, mais attends, c'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. Et en fait, je commence à me brancher un peu, tu vois, mais c'était des rediffs, parce que moi, je regardais pas ça à la télé. Et en fait, là, je me dis, mais moi, je vais faire ça. C'est sûr que je vais faire ça. Je suis là, j'aime trop me battre avec mes potes, avec mes cousins et tout. Et là, en fait, c'est un sport de combat, mais c'est pas limité que debout. Il y a un peu de tout, tu sais, c'est vraiment tous les univers. Et là, moi, je me disais, bah, si je me bats avec ça, avec mes cousins, après, je serais trop fort et tout. Au début, c'est parti de là. Et du coup, je dis à ma mère, je vais en faire. Et elle me dit non. T'en feras pas. Et moi, je suis un peu deg. Je redemande l'année d'après. Elle me dit non. Et en fait, c'est un jour, je sais pas si tu vois qui c'est, Jorik Montagnac. Ouais. Il est à l'Octagone, je crois. Et ben, lui, il faisait du sanda avec mon parrain avant. Et à un moment, il descend à Toulouse. Il fait les championnats de France de sanda. Et moi, j'y vais, du coup, avec mon parrain. Je dis à l'école que je suis malade et tout, je vais avec lui. Et je crois qu'il éclate tout le monde. Vraiment, il éclate tout le monde. Mais facile, en plus. En tout cas, moi, de mon regard, c'était archi facile. Et là, il gagne, je le vois heureux et tout. Et en plus, tu sais, Jorik, c'est un combattant qui a un style un peu comme j'ai maintenant, là, tu sais, très aérien, il bouge, il se déplace beaucoup, tu vois, il va vite, sauf qu'il tape beaucoup plus fort. Et en fait, du coup, ça fait que, résultat, il prend pas de coups cette journée. Et il rentre, parce qu'il devait repartir à Paris, et il passe chez moi pour se doucher. Et ma mère, elle le voit, elle lui dit, mais du coup, tu t'as pas combattu? Il dit, si, j'ai gagné. J'ai fait mes 3-4 combats, et il avait rien sur le visage. Et du coup, de là, ma mère, elle dit, bon. J'ai dit, regarde, moi, lui, il a rien. Moi aussi, j'aurais rien. Elle a eu un exemple, c'est ça. Du coup, là, elle dit, bon, ben, tu sais quoi, t'essayes, mais si tu reviens tout le temps avec des cocards, des nez cassés et tout, c'est mort. Et j'ai commencé comme ça, je crois, quand j'avais 15 ans, et j'ai commencé par MMA direct, du coup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'ai fait gras, boxe taille, MMA direct. Pour moi, si on veut devenir un combattant de MMA, il faut faire du MMA, pas faire du cardio ou de la boxe, du MMA. Mais je l'ai dit, j'adore ça dans votre génération, c'est que vous êtes la génération dont Saladin Parras a été un précurseur pour le coup avant, mais qui va être très forte en MMA, je pense, parce qu'elle a commencé par ça. Oui, c'est plus des spécialisations. Le jeu, il est intégré dès le départ, en fait. Être complet, c'est beaucoup plus simple. Du coup, vu que tu commences la base avec... on t'apprend les 3 disciplines. C'est pas tu commences une discipline et ensuite tu dois apprendre les autres, sachant que tu as déjà des réflexes dans de la boxe. Là, tu commences ton premier cours, tu commences debout, tu finis au sol, tu te dis, bon, ben maintenant, on m'a donné ce format, il faut que je progresse dans ça. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé à devenir un peu fou parce que j'ai rencontré deux frères tchétchènes qui, eux, avaient mon âge et c'était des tueurs. Des tueurs, mais vraiment des tueurs. Moi, je me battais contre des plus grands, tu vois, c'est pas mal qui avaient entre 25 et 35 ans.
Et du coup, c'était des vraies bagarres. Et moi, je me régalais. Et après, je suis parti dans... C'était le même club, mais pas la même salle. Et du coup, ensuite, je suis parti... Il y a eu une réunification des clubs. Et donc, du coup, je suis parti m'entraîner avec eux. Et un jour, je fais MMA. Et il s'appelle Mohamed et Jabrailov. Et d'ailleurs, ils sont en équipe de France de grappling. Ils sont vraiment pas mal. Et je vois que quand je finis le cours de MMA, eux, ils restent. Je me dis, mais attends, c'est un truc de fou, ça. Du coup, je me dis, je reste. Et du coup, on fait un cours de grappling. Et ensuite, grappling, il y avait boxe taille. Et je vois qu'ils restent encore. Et en fait, ils faisaient 3 cours par soir. Et de là, je me suis dit, si eux, ils le font, moi, je le fais. Donc, du coup, ma deuxième année de MMA, j'ai fait MMA. Mais derrière, je faisais, je sais pas, par exemple, le lundi, je faisais MMA, boxe taille, grappling, par exemple, tu vois. Et ça, je le faisais tous les soirs, du lundi au vendredi. Je sortais du lycée, en fait, et j'allais là-bas. C'est une approche que j'adore parce que je trouve que c'est bien d'avoir cette génération qui a intégré direct tout le MMA, mais qui va quand même chercher dans les spécialités à s'améliorer dans chacune de ces spécialités parce totalement. que c'est des tueurs dans leur domaine, les mecs. Donc, je trouve que c'est une approche qui est plutôt très intelligente. Il y a un truc qui te plaît plus dans le MMA que les autres ? Un aspect qui te plaît plus Avant, du coup, quand j'étais à ce club et qu'il n'y avait pas de compétition de MMA, je faisais pas mal de grappling avec Mourad Bengoun, qui était mon coach, qui est mon coach de sol. Et donc, il nous emmenait en compétition de grappling et tout. Et donc, je me régalais. Tu vois, on partait C'était mes premières compétitions de sport de combat, en fait. On partait en équipe, il y avait les ceintures noires, les ceintures bleues, les ceintures blanches. Et on était tous ensemble. On avait à peu près tous la même tranche d'âge. Et du coup, c'était... Avant, j'étais un grappleur. Et ensuite, quand je suis parti au TFT, ils m'ont dit, mais t'as une allonge de fou. Pourquoi tu strikes pas plus? Et donc, du coup, j'ai fait que du striking. Et maintenant, c'est le striking. J'ai arrêté le striking. Mais alors, avant, j'étais un grappleur. Je kiffais le grappling. C'est bien, ça a switché. Ça a switché, ça a basculé. Mais je le vois parce que même dans les images que je voyais de toi en amateur, t'es quand même un... C'est pas si fréquent que ça dans le MMA, mais t'es un mec que j'ai vu tirer la garde carrément. Ouais, non, je tirais la garde. Je partais sur des clés de jambes parce qu'à Toulouse, la mode en ce moment à Toulouse, c'est les clés de jambes. Du coup, moi, je kiffais la clé de genou. Et j'envoyais que des clés de genou sur mes premiers combats. Même sur ma finale de championnat de France, tu peux voir, moi, à chaque fois, je donnais le dos et je roulais, je prenais une clé de genou. C'était mon kiff. Des fois, je m'asseyais, j'étais à l'aise au sol, je travaillais d'en dessous, de dessus. Je me régalais. Mais je prenais vraiment du plaisir à le faire, tu vois. C'était même pas, j'en avais besoin, parce que sinon, je savais mettre des jabs et rester loin. Mais c'est vraiment, je kiffais ces phases de combat, là, de tirer la garde, rester un peu au sol. Non, je me régalais. Pour finir sur ce parcours, à quel moment tu te dis... Il y a peut-être un truc à faire en fait, dans ce truc-là et je peux peut-être, tu vois, en faire une carrière pro, quoi. En fait, si tu veux tout savoir, je me suis toujours dit ça et je me suis jamais dit ça à la fin. Depuis que je suis petit, je me suis toujours dit, en vrai, si je me mets à fond dans le sport, je te jure, j'y arrive. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais je sais très bien que si j'ai un jour, je vais avoir une belle vie, tu vois, un beau salaire, voyager et tout, j'aurais pas forcément besoin du sport. Et en fait, j'ai pas fait ça pour avoir une carrière pro. J'ai vraiment fait ça par plaisir. Parce que j'aimais trop combattre. J'aimais trop ce petit stress que tu avais avant. Et en fait, au TFT, eux, ils voulaient vraiment se développer vite. Et moi, je voulais me régaler tout le temps. Et en fait, tous les mois, de la période de octobre 2022 à juillet 2023, je crois que j'ai dû faire 13 ou 14 combats, je crois. Et tous les mois, j'en avais un ou deux. Je faisais même ma ligue. Après, j'avais fait 100% fight contre la Snake Team, l'équipe d'Elohim. Ensuite, j'avais fait le MMA GP. J'avais fait l'introduction de la carte de Cédric Doumbé. J'avais fait le Game of Cage. Et en fait, je me régalais. Tout le temps, j'avais un truc à faire. On me disait, ce week-end-là, tu vas là. Ce week-end-là, tu vas là. Et je me régalais. Donc, en fait, je me suis jamais dit, ouais, il y a un truc à faire. Je me disais juste, oh, ce week-end, j'ai combat, oh, ça tue. J'y allais. Et après, j'ai gagné les France parce que je voulais absolument faire les IMAF. Et c'était en juillet. Du coup, je me suis dit, c'est impossible que je perde. Et donc, du coup, j'ai enchaîné les combats, je me régalais. Et les IMAF, ça a été mon premier voyage vraiment avec l'équipe de France, où j'étais en chambre avec Wally et Tanja. Et il y avait Hugo Vidal, Paul, Samba, Souil, Delphine, et grave du monde. Et vraiment, ce moment-là, je l'ai kiffé parce que c'était un voyage où on était tous là parce qu'on se régalait. Et j'ai trouvé des gens qui étaient comme moi, ils se régalaient à combattre et ils étaient là que pour ça. Il n'y avait pas d'argent, de fame, de buzz ou quoi. On aimait juste trop combattre contre des nations adverses. Et on était tous en mode aujourd'hui, la France, elle gagne. Et le premier jour, on avait fait un perfect. Et on était trop contents, tu vois, au repas et tout. On se vannait qui va perdre en premier et tout et tout. Et moi, dans ma tête, je me couchais. Je me disais, mais c'est impossible que je perde. C'est impossible que je perde en premier et tout. Mais voilà, je me suis jamais dit, ouais,
je veux être pro, je veux être le meilleur. Et je me suis juste dit, moi, je me régale. Je me régale à faire ça. Et après, si un jour je le fais, par contre, je passe pro, c'est pour être le meilleur. Mais c'était pas mon objectif de base. À la base, moi, je voulais juste me régaler et casser des têtes. Elle est cool, cette notion d'équipe de France. Plus Ouais. vous vous retrouvez tous Ouais, maintenant dans les c'est différents ça, organes, c'est ça qui me fait notamment à kiffer. Hexagone. Ouais. Et puis cette notion que tu dis, c'est la beauté de ce sport, je trouve, c'est-à-dire aimer sa discipline, Ouais. aimer combattre, mais personne n'aime prendre des coups non plus. Ça, C'est c'est ça. pas un plaisir. Donc C'est là, ça. ce stress dont tu parlais, Ouais. c'est ça qui fait le sel de ce combat-là. Tu citais Wally, qui Ouais. était en chambre, tu citais Samba, tu citais Swill qui va rejoindre Hexagone, Paul. Bafodé. Ouais, il y a du monde chez Hexagone. Enfin, cette équipe de France, elle se retrouve un peu chez Hexagone. C'est un plaisir, ça, de tous continuer cette aventure ensemble, alors individuellement, mais tous un peu dans le même bateau Hexagone. Ben, individuellement, en vrai, tu sais, j'ai envie de te dire pas vraiment, hein, parce que là, c'était quoi? C'était à Nantes, par exemple. À Nantes, j'avais fait la carte avec Bafodé et Wally. Donc, en fait, c'était individuellement, mais en dehors, on était tous ensemble. Tu vois, à l'hôtel, ils venaient dans ma chambre, on se posait. C'était un peu, on retrouvait un peu ce même délire de, bon, demain, on combat, mais aujourd'hui, on rigole, on truc, tu vois, on est en détente. Et ça fait vraiment plaisir, là, de voir que l'équipe, même, il y a même Toulouse, où il y aura Bafodé encore, je crois, normalement, et un autre. En fait, quand je pense maintenant de ce que tu viens de me dire, en fait, je crois qu'à chaque fois que je fais une carte, il y a un gars de l'équipe de France. Et ça, en fait, c'est vraiment lourd. Je crois que je viens de percuter que maintenant, mais ça me fait vraiment plaisir, tu sais, de les revoir et de voir qu'on évolue vraiment tous dans le bon, tu vois, dans la réussite. Je vais te titiller là-dessus. T'as pas le droit de répondre toi-même. C'est qui ira le plus haut de tout cela? C'est qui a le plus gros potentiel de toute cette équipe de France? Ah, il me donne merde. C'est dur, ça. On va voir si t'as déjà des réponses de professionnels aguerris. Qui c'est qui a le plus de trucs? J'ai pas le droit de dire moi, bien évidemment, Non, c'est ça que tu je dis. t'ai dit, t'as pas le droit de dire toi. Ben, franchement, je pense que même pour l'instant, de ce que je vois, Bien sûr. Et c'est pas une science exacte. Hein, oui, toi, non. Pour l'instant, j'aurais dit le plus solide de nous tous, celui qui prouve le plus, qui pourrait faire le plus, je pense très sincèrement que c'est Samba. Je pense Si je devais répondre, je t'aurais répondu ça. Je pense que c'est Samba. Mais ça n'enlève rien que tu vois les Souil, Paul, Vidal, Wally, des tueurs aussi, tu vois. Je pense qu'on ira tous très haut et juste on verra qui sera le plus haut de nous tous une fois qu'on sera tous là-haut. Je suis bien d'accord et je te rajoute dans le lot pour le coup, tu vois, mais sans problème. Ouais. Mais pour le truc, si je devais mettre une pièce sur quelqu'un, je le mettrais sur tous, mais peut-être plus Samba, parce que Samba, c'est même aux IMAF, je l'ai vu faire des trucs. Premier jour, je sais plus c'était le premier, je sais plus c'est lui ou Souil qui avait combattu en premier, mais c'était les plus légers donc ils combattaient en premier. Premier jour, boum, KO. Je crois que c'était une droite, ou un kick, je sais plus. Boum, KO. Et je crois qu'il a eu le KO de la journée. Mais je le voyais faire des trucs, c'est un truc de fou, tu vois. Tu te dis, mais attends, mais il sort d'où? Même là, encore dimanche. Ah non, mais à Orange, je le vois scroller, il bouge un peu. Non, Samba, c'est un tueur. Samba, Orange, c'est un tueur et il le sait. On l'a débriefé. Je trouve, c'est un phénomène. Vraiment, il a cette précision, il a ce côté sniper qui est évident. Ouais, voilà, c'est ça. Et même, j'ai vu un truc, je sais pas si c'est vous qui l'avez dit, mais j'ai vu un truc qui disait que chez Samba, on retrouvait un peu l'élasticité de chez Paranas. Je sais pas si tu l'as vu, ce truc. Non, j'avais pas vu. Où, tu vois, la jambe, elle vole. Il frappe tout décontracté, mais il frappe dur. Ben ça, c'est vrai. Ça, tu vois, en fait, quand je le vois, je me dis, mais c'est vrai. En fait, tu le vois envoyer des gauches-droites. Il combat en 57 kilos. Et tu te dis, moi, j'étais en bord de cage. Je me dis, mais même ça, j'aimerais pas le prendre. Tu vois, alors qu'entre lui et moi, il y a quoi? Il y a 2-3 catégories d'écart. Non, c'est lourd. Son sprawl, mais il est démoralisant. Là, le gars qui l'a pris dimanche, c'est un gros lutteur. Mais quand tu manges le sprawl de Samba une fois, 2 fois, que ce soit là ou aux IMAF, ça te brise le moral. Et lui, derrière, il te nargue un peu. Et après, il te dit un truc post-combat. Ah, moi, c'est pas pour te narguer, c'est juste parce que j'aime bien régaler les gens. Et en plus, le gars, il est fort. Et en plus, le gars, il est archi gentil, tu vois. Non, mais je vais dire, j'ai été plus loin, moi, que ça, dans la comparaison. Dis-moi et tout. je le répète, je l'avais déjà dit quand j'ai débriefé, parce que je veux pas qu'on m'attrape le col dans les commentaires là-dessus. C'est pas une comparaison directe. Je sais qu'il a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre le niveau du gars dont je vais parler. Ok. Mais quand il met son KO à Orange, il y a un côté Connor. Avec le bras gauche qui part, il a les mains un peu basses. Que je me souviens de l'image. Ouais, c'est vrai, un peu. Il se reprend la distance en marchant avec dans ses mains basses. Ouais. Derrière 1-2. Il y a une attitude, il y a un côté Connor. C'est pas une comparaison directe, donc m'attrapez pas le col, les gars, dans les commentaires. Non, mais c'est vrai qu'il y a un aspect.
Mais en fait, moi, je comparerais pas trop à Conor. Enfin, en fait, oui et non. Parce que tu vois, dans l'attitude, il a ce truc un peu. C'était vraiment de l'attitude, ouais. Ouais, de l'attitude ce et truc en plus, relâché. En plus, c'était la gauche. Tu Ouais, vois, c'est et ça, donc c'est la ça. gauche C'est de pour ça que je suis Conor. d'accord. Ouais, ce relâchement. C'est pour ça que je suis Exactement. d'accord. C'est juste la vibe, elle est pas la même, mais l'attitude, c'est la même. Ouais, tu sais, il est un peu relâché. Mais lui, tu sens vraiment une vibe de. Il veut juste te régaler. Tu vois, Conor, tu sentais qu'il voulait un peu bomber le torse et tout. Lui, tu sens que. Il veut juste te régaler, en fait. Il veut juste te montrer que, voilà, je gère mon combat, ça vous fait rire. Tiens. À un moment, il a mis un peu le même coup de pied que Conor. Tu sais, quand Conor, il met un low kick, là, il le croise un peu. Mais il a mis pareil quand il était au sol. Tu sais, il a vraiment ce truc. Vraiment même attitude. Mais c'est pas la même vibe. Mais je suis d'accord, je valide. On revient sur ta carrière à Hexagone. Donc, tu vas faire ton 5e combat. Ce sera à Toulouse. On l'a dit. Si je dis pas de bêtises, après que tu aies eu 2 combats, tu as re-signé à Hexagone pour 5 combats. J'avais entendu dire ça en interview. C'est ça. Déjà, pourquoi, première question avant que j'aille sur la suite des objectifs, mais pourquoi avoir choisi de rester à Hexagone? C'est aussi ce truc-là, vous êtes bien à Hexagone, ils permettent de développer les jeunes talents français. Parce qu'il y a une proposition d'Ares, je dis pas de bêtises non plus. Ouais, aussi, ouais. Ouais, j'avais KOF aussi, étant donné que JB il bossait là-bas, en plus, j'étais un peu ouvert à tout. De base, premièrement, j'étais allé à Toulouse j'étais allé à l'Hexagone pour faire Hexagone-Toulouse. Donc les 2 premiers combats, c'était ça. Et j'avais pas forcément prévu de rester. Et ensuite, j'ai vu qu'ils ont signé tout le monde. Il y a Wally qui était prévu. Il y avait Bafodé. En fait, je voyais qu'il y a du monde qui allait de mon équipe de France. Et comme je te dis, moi, j'ai envie d'être pro, j'ai envie de faire partie des meilleurs. Mais j'ai surtout envie de... Si j'y prends pas de plaisir, je sais pas si je pourrais être aussi fort. Tu vois, si je prenais pas de plaisir dans la cage à envoyer des coups de genoux comme ça et tout, je pourrais pas être aussi fort. Donc déjà, il y avait cet aspect où je me suis dit, faire des cartes avec mes frérots avec qui j'ai partagé des moments forts, c'est un point qui m'aide. Et dans les 5 combats, en fait, j'avais re-signé parce que je devais faire 2 combats. Le 3e, c'était pour une ceinture. Donc normalement, ça aurait été là à Toulouse. Et ensuite, il y avait 2 défenses minimum. Donc du coup, pourquoi il est aussi long? C'est pour ça la raison. Après, ça s'est pas fait comme ça. Vu qu'à Toulouse, je ne combats pas pour une ceinture. Mais t'espères que ça le combat d'après? Selon ce qu'il propose, oui. Selon si est-ce qu'il le décale ou pas, est-ce qu'il allonge ou pas. Mais ouais, là, ça fait, tu imagines, 5 combats. Le classement, il est tout frais, le classement, en fait. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et en plus, je le trouve pas très, très logique. Mais ouais, du coup, moi, j'aimerais affronter des gars du classement. Il y a toujours des fois des petites galères et tout. C'est compliqué. Lui, il n'est pas dispo. Et du coup, je me retrouve à affronter que des gars devenus d'ailleurs, en fait. Et en fait, tu as l'impression de ne pas monter. Tu te dis, mais quand est-ce que je gagne les combats, mais quand est-ce que je vais la chercher? Mais sinon, je sais qu'Hexagone font leur maximum pour pousser ce truc que j'aille jusqu'à la ceinture. Donc, si c'est le combat d'après, écoute, moi, derrière, je peux faire une bonne prépa et y aller, hein, avec plaisir. On rappelle que le champion Hexagone chez les lightweights, c'est Wilson Varela, pour le coup. Très, très solide. Il y en avait, quand je t'ai entendu dans cette interview où tu parlais de cette extension, tu disais aussi que dans ces 5 combats, il y avait eu des discussions claires avec Hexagone pour un combat qui m'excite beaucoup. Théo Ulrich, qui on sait était dans un processus de descente avec des catchweights pour rejoindre ses 70 kilos. On peut espérer voir un combat Wayne Jason, Théo Ulrich dans les mois à venir. Moi, je vais dire, Hexagone, j'aime bien ce qu'ils font, la politique avec tous ces jeunes. Ouais. Maintenant, j'ai envie qu'ils s'affrontent. En fait. Moi aussi, j'ai envie qu'ils s'affrontent, ces jeunes. Sincèrement, moi, de mon côté, et honnêtement, je pense aussi du côté de Théo, il n'y aurait pas de souci à ce qu'on s'affronte. Après, maintenant, en pro, c'est plus trop nous qui avons la main dessus. Tu vois, il y a un management, il y a des coachs. Mais moi, de mon côté, je sais qu'ils sont très chauds. Et je pense que de son côté... De base, en fait, dans ce contrat, j'avais aussi demandé à ce que je devais faire Nantes et je devais prendre le gagnant de Gabriel Ruiz contre Théo Ulrich. Tu sais, qui s'est fait le 10 janvier. Moi, j'avais combattu le 1er février. Et il m'avait dit, à Bordeaux, on te met le gagnant de ce combat. Et donc, du coup, moi, j'étais tout content, tu vois. J'avais demandé Théo, il m'avait dit, s'il gagne, on te le met à Bordeaux. Et en fait, à Bordeaux, moi, je sais très bien que c'est pas tout le temps vrai, ce qu'on dit, ou tu sais, c'est toujours un peu déformé. Moi, l'écho que j'ai eu, avec mon management, ce qu'on a eu comme écho, c'est qu'il n'était pas encore prêt à passer de 73 à 70. Donc du coup, moi, je dis pas de galère. Y a pas de, tu sais, je sais très bien qu'il a pas forcément peur ou quoi. C'est pas ça. C'est juste que voilà, faut pas être stupide non plus. On est une génération qui monte, mais il faut être intelligent. Donc du coup, je l'ai toujours pas eu. Donc maintenant, moi, je vais plus trop lui courir après. Je l'ai fait, mais je suis pas. Moi aussi, j'ai des objectifs, tu vois, autres que lui. Sinon, ce serait vraiment chelou si j'avais que lui comme objectif. Si ça se fait. Mais si ça se fait, je serais le premier à être ravi. J'ai re-signé et son nom, il a fait.
il a eu un bon pourcentage dans le fait que je re-signe avec Hexagon, ouais. Ça, c'est clair. Et l'idée de s'installer encore après ce contrat-là, continuer de s'installer à Hexagone, ça te dit ou tu n'y as pas encore réfléchi du tout et tu verras ça avec ton manager à ce moment-là? Je verrai ça surtout avec mon manager. Parce que c'est vrai que des fois, si tu m'écoutes, moi, je combats encore tous les mois. Vraiment, heureusement qu'il y a JB Shelby, heureusement que tu es là. Parce que sinon, je combattrais tous les mois. Je te ferais tous les événements, tous les hexagones, je te les fais tous. Régime sur régime. Mais tu vois, j'ai de la chance d'avoir un bon entourage. JB, Théo. Qui m'aident vraiment à me gérer. Donc du coup, je me fie à eux parce que je sais que moi, des fois, j'explose. Tu vois, j'explose, j'en veux toujours plus, en fait. La fougue de la jeunesse, Owen. J'en veux toujours plus. Et je pourrais combattre tous les mois. Donc du coup, je gère. Mais si je devais te donner un sentiment, tu vois, pour répondre à ta question, Hexagone, ça se développe bien. Tu vois, il y a le tournoi à 100 000 là, dont il parlait Jérôme. C'est vraiment pas mal. Mais j'admets, je crois que je l'ai jamais dit, mais on était parti au KSW contre Parnasse Varela. Et c'est vrai que le show m'a vachement impressionné. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts dans le show. Très forts pour le show. PFL, c'est cool aussi. Mais c'est vrai que KSW, je kiffe bien. Et en plus, là-bas, il y a pas mal de monde. Tu vois, il y a pas mal de franco-français. De combats franco-français, pardon. Et non, ça pourrait me chauffer, KSW. Soit rester, soit KSW. C'est bien, tu vois, ça veut pas dire que t'es pas bien où t'es, mais c'est bien de regarder. Voilà, c'est bien de regarder ce qui se fait autour. Je suis très bien à l'Hexagone. Ouais. Ils me traitent très bien. En Fight Week, on est toujours bien traité. Comparé à des orgas où après c'est de l'amateur, ou des fois j'entends des potes à moi en pro, où ils sont pas forcément bien traités, tu vois, ou en tout cas, comment dire, où tout n'est pas fait pour qu'ils soient de manière optimale, en fait, pour que le jour du combat, ils soient au top. Alors que nous, tout est fait, tu vois. Maintenant, ils sont avec Venom et Foot Corner. On a tout le temps nos survêtements, nos t-shirts, nos équipements, photos. C'est très pro, c'est très carré, c'est très organisé. Et vraiment, ça facilite vraiment le truc pour performer, en fait. Parce que t'as pas de plus. Quand tu prévois de te reposer, t'as les plages horaires de te reposer. Tu fais ce que t'as à faire, tes médias day et tout, et t'as le temps de te reposer. Et derrière, tout est fait pour que tu puisses être vu, que ton travail d'artiste, en fait, puisse être vu auprès de tout le monde sur RMC Sport et tout. Non, très, 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 très content. C'est juste que dans la vie d'un humain, des fois, il faut... C'est cool pour votre génération, c'est qu'il y a plusieurs orgas très belles en France, en Europe, et qu'il y a finalement il y a du choix, et des différents chemins possibles, et ça je trouve c'est très cool pour vous. J'ai deux dernières questions pour toi, Owen. Est-ce que tu as une source d'inspiration dans le MMA? Est-ce que tu as un mec dans le MMA du passé, dans le MMA d'aujourd'hui, qui t'inspire plus que d'autres, ou sans vouloir limiter, mais tu vois, quelqu'un que tu kiffes regarder? Dans le passé, au premier, c'était John Jones. Hein. J'ai l'impression que c'est toute ma génération un peu, mais il a vraiment il a créé des fous furieux, ce mec. Il a vraiment créé des fous furieux. Non, mais moi, c'était surtout John Jones, parce qu'il avait un peu le même gabarit que moi. En fait, au début, je savais pas pourquoi il appelait John Bones Jones. En fait, j'ai appris que c'était au football américain, c'est parce qu'il appelait sac d'os, en mode. Et en fait, au final, ce sac d'os, il a fait du grabuge de ouf à l'UFC, quoi. Plus jeune champion. Ses frères sont des footballeurs américains qui, eux, sont beaucoup plus baraques. Ouais, c'est ça. Et moi, quand j'ai commencé, on me disait, mais tu sais, moi, j'étais vraiment comme ça, j'étais tout fin. Tu vois, j'ai toujours eu une musculature très fine et tout, j'ai jamais été trop lourd. Et je me suis toujours dit, on m'a toujours dit, non, mais il faut être balèze, il faut être tanké pour faire des sports de combat comme ça. Et t'as ce mec là qui est. Bon, à la fin, il était tanké quand il est devenu champion. On est d'accord. Mais qui à la base n'était pas forcément. Qui avait pas le gabarit. À l'ancienne, je me souviens, tout le monde disait qu'il fallait être environ grand, très musclé, un peu comme les lutteurs, les lutteurs olympiques. Et pour faire des sports de combat, et en fait, t'as ce mec qui a fait du sale et qui avait un style, de par son physique longiligne, qui te sortait des coups de pied atypiques, des coups de coude, des coups de genou, un taille clinch. Et en fait, de là, tu te dis, le mec, il avait un gabarit différent, mais ça en a fait sa force. J'allais te dire, toi qui aimes les genoux, les coudes. C'est ça. John, c'est une belle source d'inspiration. Et aujourd'hui, t'as un mec que tu regardes plus que les autres? Et aujourd'hui, je fais partie de la team cœur brisé un peu. C'est Monsieur Charles de Bronx. Oui, en ce moment, c'est plus dur. Ah là, j'ai vu qu'il repartait, ça m'a... Mais non, vraiment, j'ai kiffé ce gars parce que c'était... Il vous a fait du mal à la team. Après, j'aime beaucoup son style. Stylistiquement, visuellement parlant, j'aime beaucoup son style, Ilia Topuria. Le personnage, c'est autre chose. Mais j'aime beaucoup son style. Mais c'est vrai que moi, c'est Team de Bronx parce que j'aimais bien quand il prenait tempête au premier
Et après, je sais pas, en 1 minute, je sais pas ce qui se passe. Il pète les plombs, il revient, et il te met Chandler KO, il t'attrape Gaethje, il t'attrape Poirier et tout. Tu te dis, wow, Puis on parlait de tirer la garde tout à l'heure. Donc, ouais. Il reste au sol. On Oui, se sait, oui, hein, oui. vraiment. Et juste pour rebondir, j'y avais pas pensé, mais tu parlais de ton poids et de ton physique longiligne. Tu étais en 77 en amateur, tu es en C'est ça. 70. C'est dur de faire le poids ou ça va sur ça? Je suis un gros mangeur. Ok, J'aime manger. j'ai compris ta réponse. J'aime manger. Mais c'est pas dur de faire le poids. En vrai, c'est pas dur. C'est les régimes qui sont un peu compliqués parce que j'aime bien manger. Mais je prends pas de poids en fait. Enfin, tu sais, je prends pas, j'explose jamais. Je monte à 84, 85 max. C'est vraiment max. Sinon, dans la vie de tous les jours, je suis à 82, 83. Et quand je me mets à fond dans la prépa et tout, je descends plutôt rapidement et après je cut. Mais c'est vrai que. T'arrives à avoir ces triggers. Ouais. C'est ça. Ouais, mais parce que derrière, je suis avec Lift Hit, en nutritionniste. Et derrière, j'ai mes coachs, tu vois, toutes les semaines qui me demandent mon poids, tu sais, qui sont prêts à tirer les oreilles comme un gosse, des fois. C'est vraiment comme un gosse. Et j'ai JV qui peut m'attraper à tout moment, tu vois. Il y a plusieurs papas là pour tirer les oreilles. Ça, c'est bien. Et c'est vrai que là, j'ai fait un gros cutting sur le dernier, je l'ai senti. Et même ça s'est senti sur ma performance que le cutting avait bien tiré. Donc, du coup, en fait, je prends l'expérience aussi de te dire, bon, ben là, je vais peut-être plus souffrir au régime, mais par contre, je ferai un meilleur cutting et je ferai une meilleure performance dans la cage, tu vois. Et ma dernière, c'est Dis-moi tout. le passage. Je sais que tu as fait des passages à l'entraînement. Tu as tourné avec des Nassourdine Imavov, des Baki du côté du camp de Rungis et de Nicolas Haute. Je sais que tu as pas mal tourné et plusieurs fois dans ta carrière avec Benoît Saint-Denis. Benoît, j'avais entendu une super anecdote. Tu disais, j'avais tourné avec lui quand il était au Brave. Puis un an plus tard, quand il était à l'UFC, et c'était plus le même, le même bonhomme du tout. Là, je sais qu'encore en mai, quand toi tu préparais ton combat, vous avez pu un peu partager des moments ensemble. C'est qui le mec qui t'a le plus impressionné, tu vois, toi qui es encore jeune combattant en devenir? Même visuellement, mais tu vois, même des mecs, si t'as pas forcément tourné avec eux, mais avec qui t'as côtoyé l'entraînement, où il te dit, lui, c'est un tueur. Tu parlais de Kevin que t'as vu au boxing. Bah c'est vrai que Virgile. Kevin, je l'ai vu, même Virgile, je les ai vus, et c'était vraiment pas. Vraiment, tu sais, sur les sparring, alors moi j'en ai un où j'ai posé sur la femme parce qu'on était impair, et je les ai vus, c'était vraiment très solide. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y en a plein qui les sous-cotent parce que voilà, peut-être qu'ils ont pas de hype ou quoi, mais très très solide. Maintenant, moi j'avais tourné juste en thème avec Nassourdine. Et à la fin, j'ai été archi surpris parce qu'il était venu, il m'avait donné des. Ben, quand j'attendais pour tourner avec BSD justement, pour l'aider, il était venu, il faisait une pub, et d'un coup, il parle et tout. Et je lui dis, ah, moi, tu sais, je regarde tes combats sur la. Vu que c'est un gars longiligne, tu sais, qui se déplace et tout. Et de là, il est venu, il m'a dit, ouais, mais quand ça t'arrive, tiens, tu devrais faire ça. Il m'avait Et pendant 5 minutes, il m'a conseillé et tout. Et je me suis dit, mais c'est une dinguerie, en fait, tu vois. Donc, et très impressionnant, ouais, très impressionnant dans le style et dans le personnage, tu vois. Et mais sinon, celui qui m'a le plus impressionné, je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que j'en ai vu des très solides. Mais j'aurais dit, je pense que j'aurais dit Saladin Parnasse. Hein. Je tournais avec lui une fois, je fais 2 fois 5 avec lui. Ça va suffire. C'est une réponse qu'on a souvent. Quand tu as tourné avec ça là, c'est une réponse que tu as souvent. Je sais pas, parce que le matin, on avait fait cours pro à l'US Métro et le soir, j'allais à la Hatch. Donc j'étais déjà un peu cramé, mais lui, quand je te dis que vraiment je suis sorti de là, vraiment, la flemme du retourner. Tu vois, tu te dis, non, la flemme du retourner. Mais ouais, j'aurais dit peut-être Saladin Parnasse ou BSD en pleine bourre. À un moment là, il y avait une époque où il fallait le tenir. Fallait le tenir. Sa période où il enchaînait les victoires impressionnantes et tout. Parce qu'en plus, il devait avoir cette confiance c'est ça. ultra développée. Ouais, il était très solide. Même là, il est très solide, hein, il reste très solide. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu plus jeune. Du coup, j'étais un peu plus fasciné. Mais sinon, aussi un gars qui est plutôt pas mal, mais que j'ai jamais vu encore, c'est Losene Keita. Ouais. Lui, ça se voit qu'il frappe fort. Lui, la flemme aussi. Le Belge, qu'on attend fort. Ouais. J'en parlais là avec, je crois que c'était Amin Ayoub qui avait tourné avec lui. Il m'avait dit, franchement, c'est solide. Donc, ouais, non, il y a pas mal de gars qui sont vraiment impressionnants. Je pourrais pas te dire qui est le plus, mais j'aurais dit, peut-être soit Saladin, soit BSD, soit Nassourdine. Ouais. Tu vois, Losene Keita, je l'ai jamais vu de mes yeux. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Il suffit de voir ses combats pour voir que t'as pas envie d'en prendre une. Hein. C'est évident que t'as pas envie d'en prendre une. Il explose, il est dur. Mais tu sais, moi, vraiment, s'il y a un combat, vraiment, c'est sûr, peu importe où ils le font, je pense que je me déplace. C'est Saladin, Losene Keita. Lui, je me déplace pour voir ça. Oh oui, ce combat-là, je me déplace. Absolument phénoménal. Et nous, on se déplacera pour suivre, bien sûr, le reste de tes combats et la suite de la carrière. Owen, on rappelle,
Ce sera à Toulouse normalement fin septembre pour C'est le ça. retrouver dans sa ville pour son 5e combat pro à Hexagone. Et puis on verra la suite, hein, jusqu'où tu peux monter dans cette organisation française. Et puis plus tard, hein, bien sûr, on suivra 23 ans. Donc il y a encore de belles années devant nous Il y a le et temps. devant toi surtout Ouais. pour t'observer monter dans ce train du MMA français. Merci Owen, c'était un plaisir Merci de t'avoir beaucoup. dans Grand Talk et à très vite sur Jab Life. On continuera de te suivre bien sûr. Ciao, ciao. Ciao.